Ok, c'est bon, on est en ligne. Bien, bah, bonjour et à tous les participants à ce premier webinaire webconférence de basket formation. Donc, avant qu'on commence, je vais me présenter parce que peut-être que sans doute pas mal se demandent, bah, c'est qui cette personne en face de l'écran là. Alors, c'est très simple en fait. Donc, je m'appelle Cédric Fourcadet, je suis web entrepreneur et je suis un petit peu le l'homme de l'ombre en fait du site Basket Formation. C'est moi qui ai construit le site pour Benjamin et qui l'assiste dans l'ensemble de des prestations techniques dont il a besoin. Donc aujourd'hui, c'est un peu une première pour nous. On met en place cette conférence en ligne, un peu pour échanger avec vous, pour essayer de développer un thème qui semble intéresser pas mal de personnes. Donc, avant de donner la parole à Benjamin, je vais vous présenter très rapidement comment ça va se passer. Et aussi vous dire que vous me retrouverez assez souvent puisque sur l'ensemble des conférences sans doute qu'on fera avec Basket Formation, je serai présent au moins pour l'assister techniquement. Donc voilà, il me semblait important de me présenter aujourd'hui pour vraiment vous voilà me montrer et vous soyez pas étonnés une prochaine fois si vous me voyez apparaître au niveau de l'écran. Donc je vois que les gens arrivent au fur et à mesure. Il y a une soixantaine d'inscrits pour cette conférence, donc c'est vraiment super. On est super enthousiaste avec Benjamin. Euh, donc dans un premier temps, je voulais vous dire que vous avez sans doute un petit onglet qui s'affiche en bas à gauche de votre écran marquant rejoignez la conférence ou rejoignez le groupe. Donc surtout cliquez pas là-dessus. Ça sert à rien. Vous allez avoir une nouvelle fenêtre qui va s'ouvrir et derrière, voilà, vous n'allez pas avoir accès au chat sur le côté. Donc ça sert à rien. Si par hasard vous avez cliqué dessus, c'est pas grave. Vous fermez juste la fenêtre et vous reviendrez sur la fenêtre avec le chat. Donc, en parlant de chat, euh, en fait, la conférence, comment elle va se passer au niveau de l'interaction? euh, on a un chat sur le côté. Vous allez pouvoir du coup poser vos questions et communiquer entre vous. Je vois qu'il y en a déjà certains qui communiquent, donc c'est très très bien. Vous avez deux options. Soit vous avez l'option chat, soit vous avez l'option question. Donc, pendant la conférence, si vous avez des questions à poser, pensez à cliquer sur l'onglet questions parce que moi, en fait, ce que je vais faire, je vais regarder ce qui se passe dans le chat et je vais récolter les questions pour que Benjamin puisse se concentrer vraiment uniquement sur sa conférence. Donc, cliquez sur l'onglet questions. Moi, comme ça, j'aurai un petit dessin avec un point d'interrogation qui m'indiquera que c'est une question que vous avez. Et du coup, je pourrais faire le tri et puis les présenter à Benjamin. Alors peut-être pas toutes, hein, on n'aura peut-être pas le temps de répondre à toutes les questions, mais on va essayer au moins de répondre au maximum de questions possibles et aux plus intéressantes du moins. Voilà pour le chat. Est-ce que juste vous pouvez écrire dans le chat, voir si vous nous entendez, si ça se passe bien pour vous, en témoignage, juste qu'on sache si vraiment vous nous entendez. Euh, avant-dernière chose, la conférence est enregistrée et elle sera disponible du coup en rediffusion dès sans doute demain ou après-demain sur le site Basket Formation. Donc je mettrai en place tout ça. Donc vous pourrez y revenir, même si bon vous avez un problème ce soir, un bug, une déconnexion, quoi que ce soit. Demain vous pourrez à partir de demain ou après-demain réassister à l'ensemble de cette web conférence. Euh, Important aussi à comprendre, c'est que on est basé en fait sur la technologie Google Hangout. Donc, nous avec Benjamin, on est en direct ensemble, mais vous pouvez nous entendre en décalé de 10 secondes à 5 minutes. Donc, en fonction des questions que vous allez poser dans le chat, des fois, ne soyez pas étonnés qu'il y ait un retour un peu en décalage sur vos questions ou sur une demande. C'est parce que voilà, il se peut qu'il y ait entre 10 secondes et parfois même 5 minutes de décalage. Voilà, c'est la technologie qui veut ça, c'est pour vraiment permettre à tout le monde en même temps, parce qu'on n'a aucune limitation d'inscription. On pourrait être 60 comme aujourd'hui ou 1 million, ça changerait rien. C'est pour vraiment permettre à tout le monde de voir la conférence à peu près en direct. Donc voilà. L'autre fois, on a fait un essai, on avait à peu près 30 secondes de décalage. Voilà pour la présentation. Donc je vais laisser la parole à Benjamin. Benjamin, tu nous entends? Ouais, Ouais, très bien, parfait. super.
Parfait. Alors, je vois que certains témoignent déjà qu'ils nous entendent, son image OK, communication OK. Donc, apparemment, c'est bon pour tout le monde. Bah, écoute, Benjamin, je te laisse la parole. Et puis, lancer au moins ta présentation, parce que c'est toi la star ce soir. Donc, voilà, je te laisse la parole. Vas-y, à toi. Ok, je prends la main. Bonjour tout le monde, je suis ravi de vous voir. Avant de démarrer, Cédric il va lancer un sondage. Dans les onglets en haut à droite, vous avez chat, sondage, participants, etc. On vous demandera d'y répondre voilà, assez vite. Vous ne vous inquiétez pas, en validant, ça met un petit temps de. Ça ne valide pas tout de suite, il faut que tout le monde ait répondu et que Cédric clôt le sondage pour que ça marche. L'idée c'est d'avoir c'est une question à réponse fermée. Vous en choisissez une, c'est pour essayer de répondre à vos questions le mieux possible par rapport à vos attentes. Et on démarrera ensuite après le sondage. Juste une petite Voilà. précision, Benjamin. Juste quelque chose. Excuse-moi de te couper. Pour les participants, si il arrive que ça coupe, que ce soit moi ou Benjamin, pas de panique. Restez en ligne. On essaiera de se reconnecter le plus rapidement possible. Et si par hasard il y a vraiment un bug total, bon ben on reportera la conférence à un autre moment. Voilà, c'est juste pour vous prévenir que il se peut qu'on ait un souci de connexion, ça peut arriver. Donc voilà. Excuse-moi, vas-y à toi. Comme chez vous. Ouais. En fait, c'est vrai que juste point, c'est quand on prend la parole, eux, ils voient la fenêtre changer, c'est ça, j'ai rien à faire. Normalement, oui, normalement ça se passe comme ça. Je sais pas, est-ce que on peut nous confirmer par le chat si il y a une alternance de d'images en fonction si Benjamin parle ou si je parle rapidement. Puis bah vas-y, commence à parler. Ouais, ok. Ouais. Voilà, donc je suis Benjamin Garot. J'ai créé le site Basket Formation que vous avez sûrement dû voir. Vous êtes très probablement ici par le biais du site. Alors, je suis entraîneur professionnel depuis 14 ans, dans le milieu amateur et dans le milieu semi-pro. Voilà, et je me suis surtout spécialisé, non par occasion, mais par sacerdoce, c'est un grand mot, mais par passion sur le coaching des jeunes. Donc j'ai entraîné et coaché quelque chose comme 6 ou 700 matchs de jeunes depuis une quinzaine d'années. Et l'idée, c'était sur le thème que je vais aborder ce soir, le coaching, de vous présenter pour moi, au bout d'une quinzaine d'années de l'ensemble de ces matchs, les règles auxquelles maintenant je déroge quasiment plus parce que ça me convient, parce que j'ai l'impression que ça marche sur à peu près beaucoup de catégories. Euh, voilà, je précise bien que la conférence est sur le coaching des équipes de jeunes. Donc, dans vos questions, essayez de pas orienter le rapport à la compétition senior notamment, parce qu'il y a plein de choses qui ne sont pas du tout effectivement adaptées aux seniors, voire aux équipes France cadets et juniors, etc. Voilà. Donc plus précisément, j'entraîne actuellement, comme vous probablement, des mini poussins, des poussines, des benjamines en région, des benjamins, etc. Voilà, jusqu'à la catégorie minime. Et j'ai dans le temps coaché jusqu'en première division cadette et également des équipes de sélection départementale vendéenne dans le 85. Voilà. Euh, donc la conférence va se dérouler de la manière suivante. J'ai un PowerPoint, donc vous allez la voir sur votre écran normalement s'afficher. Je vais démarrer. On fera une ou deux coupures pour les questions. Et de temps en temps, quand j'arrêterai de parler du PowerPoint, je me remettrai à l'écran pour que ce soit plus agréable pour vous. Ok, on va juste préciser que dans 30 secondes, on va clore le sondage. Donc, le temps que tu termines, que les gens qui n'ont pas encore répondu puissent voter parmi les trois propositions de ta question. Ok, ça marche. J'ouvre le PowerPoint pendant ce temps. On va d'abord clore le sondage et puis je te laisse ouvrir le PowerPoint à la suite. Ah, Ça va permettre ça qu'on voit marche. tous ensemble de ce qu'il en est. J'ai vu du coup dans le chat que certains m'avaient répondu qu'il y avait bien l'alternance, donc bah super, donc c'est parfait. Quand tu parles, c'est toi qui es affiché, quand je parle, c'est moi qui suis affiché, donc c'est parfait. Bien, je clôt le sondage et vous allez pouvoir voir l'affichage. On n'a aucune réponse. Faut leur expliquer peut-être.
Ouais, alors, est-ce qu'il y a eu un bug? Est-ce que le sondage s'affiche bien chez tout le monde? Est-ce qu'il y a eu un souci? T'as Parce que peut-être là, le décalage de la minute, Cédric, aussi, là. Tu sais? non, normalement Peut-être. non, on l'a en direct, normalement. Parce Bon, qu'on a- au pire, on... je vais le remettre, si vous voulez bien répondre très rapidement au sondage, on va le laisser une trentaine de secondes. Je le remets, on va le réinitialiser. Hop, je vais rapidement le remettre parce que ce qui serait intéressant, c'est que vous ayez qu'on puisse orienter un peu la discussion par rapport à ces trois thèmes, vraiment celui qui vous euh, qui vous intéresse le plus. Pendant À ce vouloir. temps, pendant que tu fais, Cédric, j'ai vu qu'il y avait une question, là, je vais y répondre tout de suite. Ok. Jusqu'où considérer que c'est une équipe de jeunes? Oui, c'est une bonne question. Allez, je dirais jusqu'en minime, voilà, pour moi. Après cadet, on est sur du collectif plus poussé, de la préparation senior, voilà. Donc, bon. Benjamin, sûr, et minime, oui, minime, c'est encore de la formation. De Ok. réponse. J'ai relancé le sondage. Donc je vous laisse vraiment très peu de temps, une trentaine de secondes pour essayer d'y répondre. On peut éventuellement, comme tu as fait avant de commencer. Ok, merci pour ceux qui commencent à répondre. Super, merci Nour. Tu vois, Cédric, ils l'ont fait, mais ils valident le vote, mais il faut leur dire de le valider qu'une fois. Après, je crois que c'est quand toi tu clos que Exactement. ça. Il suffit juste de le valider une fois, il reste affiché, et quand moi je clôt le sondage, les pourcentages s'afficheront. Ok. Au pire, j'y reviendrai après, hein, Cédric. Oui, c'est normal, Hendrik, rien ne se passe, du coup, c'est que le sondage reste affiché, et dès que j'aurai clos le sondage, les réponses s'afficheront pour tout le monde. Donc, il reste affiché même si vous avez déjà voté. Donc, il suffit juste de cliquer sur voter et ça va fonctionner. Philippe, je suis d'accord, à cadet, c'est bien encore des jeunes, on est d'accord, on est encore dans la formation, hein, c'est juste que mon contenu par rapport à ce que je présente euh, et voilà, ça correspond plus jusqu'au minimum. Maintenant, ce sera valable aussi sur des cadets. Après, ça dépend quelle équipe. Est-ce qu'on est sur des équipes de clubs, voilà, avec pôle de formation ou non, etc. C'est toujours la même question. Ça dépend du niveau. Euh, Ok, ah, voilà. je vais clore le sondage du coup. Juste une précision, que vous voyez dans le chat que Nour a appuyé sur le bouton question, donc on voit comment ça s'affiche. Stéphane, voilà, a bien compris le système. Il pose une question avec l'onglet question. Du coup, moi, je vois tout de suite que c'est une question. Et puis, sinon, il y a l'onglet chat qui permet uniquement de communiquer et qui est représenté sous forme de bulle. Donc, quand vous posez une question, vraiment cliquez sur l'onglet questions. Comme ça, moi et Benjamin, ça nous permet vraiment de savoir où sont les questions. Je clôt le sondage tout de suite. Alors, bon, je dois avoir un bug. Moi, j'ai 0% On va enchaîner, c'est de pas défaut difficulté. Bon, tant pis, on va enchaîner. Il doit y avoir un bug avec le sondage. On reviendra à ça. Donc, je te laisse la parole, Benjamin. Ok. Juste pour les questions, je les vois bien, je vais pas répondre tout de suite. Cédric va noter, et puis on voit Ouais, après si on y revient ça selon marche. le temps et les thèmes. D'accord? Ok, alors, on va démarrer. Hop. Voilà. Voilà, normalement, vous l'avez en plein écran. Ok. Voilà, donc, le thème, c'est le rôle du coach. Donc, l'idée, c'est de voir un petit peu sur la séance, enfin la visio, quel est votre rôle et comment on peut l'optimiser sur les catégories de jeunes, hein. Voilà. Donc la définition d'un coach, j'ai pris une définition à dictionnaire, hein. Conseiller qui tente, par un accompagnement psychologique, de développer les compétences d'un groupe de personnes. Alors pourquoi j'ai pris cette définition-là? C'est à cause de deux termes qui pour moi sont révélateurs de ce que vous devez apporter au maximum à vos enfants. Le premier, c'est accompagnement psychologique. Alors, ce terme-là, pour moi, il est intéressant parce que
Euh, on ne peut pas coacher efficacement sans porter de réflexion et sur soi et sur son groupe. Et si on veut accompagner son groupe pour arriver à la performance ou du moins à l'évolution optimum du basket comportemental et ainsi de suite, vous devez impérativement avoir une réflexion sur ce que vous voulez et où vous allez. Voilà. Le deuxième point, c'est développer les compétences d'un groupe de personnes. C'est mettre en place le plus efficacement possible ce vers quoi vous voulez tendre. Et dans l'objectif suivant, c'est de tendre vers la progression maximale de votre groupe. Voilà. Et donc, par quel bien on l'atteint. Les objectifs d'un coach. Les objectifs, c'est quelque chose que vous devez préparer en amont. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que ça se fait avant la saison. Vous savez généralement déjà courant de l'été quel groupe vous allez avoir. Généralement, vous connaissez aussi vos jeunes, soit pour les avoir entraînés, soit pour les avoir vus ou voilà et ainsi de suite. Et je cherche mes mots. Dans les objectifs que vous devez définir avant de commencer la saison, c'est un coach doit former, ça c'est évident, et sur le plan technico-tactique et sur le plan comportemental. C'est comment vous voulez entraîner vos joueurs, vers quoi vous voulez les amener, que ce soit sur le niveau basket terrain ou au niveau du comportement. Le deuxième point, et le deuxième rôle d'un coach, c'est d'être capable de gérer son groupe, capable de gérer les frustrations, capable de mettre en place les rôles de chacun et les attentes de chacun. Pour ça, vous devez en amont définir les caractéristiques de vos joueurs, techniques, mais aussi de caractère. Voilà. Vos joueurs difficiles, vos joueurs faciles, les joueurs motivés, les joueurs qu'il faut pousser, et ainsi de suite. Et tout ça, ça doit se préparer avant pour savoir comment on imbrique ces caractéristiques individuelles pour arriver à performer avec votre groupe. En 3, j'ai mis définir ses règles immuables. C'est presque pour moi le plus important. C'est-à-dire que si vous démarrez la saison et vous ne savez pas quelles règles ne sont pas négociables, vous n'allez pas réussir à faire une bonne saison. Et ça, c'est très important ce terme-là. Qu'est-ce qui pour vous est non négociable avec vos enfants? Sur le basket, qu'est-ce qui n'est pas négociable? Je peux vous donner des exemples. Moi, par exemple, avec les petits, si on reçoit la balle de la droite, on attaque à gauche, par exemple, soit en passe, soit en dribble, etc. C'est un exemple comme un autre. Et vous devez définir ça. Il y a aussi des règles hors basket. Le comportement sur le banc, les attitudes, le rapport aux autres acteurs du jeu, etc. Et enfin, dernier objectif, c'est de définir les paramètres de réussite de votre groupe. C'est-à-dire, où est-ce que vous voulez aller et à la fin de l'année, la réussite de votre groupe, c'est quoi? C'est pas forcément un classement, c'est pas forcément une montée, ça peut être à la fin de l'année, je veux que individuellement ils sachent faire ça et collectivement ils sachent faire ça. Voilà. Une fois que vous avez défini ça, normalement, ça veut dire que vous savez où vous voulez aller et ça sera beaucoup plus facile pour transmettre aux jeunes votre projection et la projection du groupe. Toujours en amont de la saison, il faut définir votre rôle. Alors, il faut le définir pour vous-même. C'est ce que je viens de vous présenter avant, avec les objectifs. Qu'attendez-vous de vos joueurs? Qu'attendez-vous d'eux sur le terrain? Qu'attendez-vous d'eux en dehors du terrain? J'ai mis potion magique parce que ça c'était un mémo pour moi. J'aime bien donner des exemples. Je prends cet exemple-là avec mes jeunes. Je leur dis Astérix et Obélix lorsqu'ils prennent je vais mettre en écran parce qu'il faut que vous le voyez. Faut que j'arrête le partage d'écran. Voilà, là c'est bon. Lorsqu'Astérix et Obélix ils prennent une potion magique, il y a un effet de puissance comme ça. On les voit, voilà. Eh bien, moi, ce que j'attends de mes joueurs, lorsqu'ils rentrent sur le terrain et qu'ils franchissent la ligne rouge de touche parce qu'il y a un changement, il faut qu'ils aient la même attitude qu'Astérix et Obélix quand ils ont pris la potion magique. C'est qu'ils deviennent concentrés, forts, voilà, et complètement dans leur match. Voilà.
c'est un exemple tout bête, mais que les enfants généralement comprennent bien. Je remets en plein écran. Voilà, ça c'est votre rôle à vous. Votre rôle, il faut aussi le définir auprès des joueurs. C'est-à-dire que euh, c'est important de leur expliquer clairement ce que vous voulez mettre en place. Parce que si eux ne savent pas, ou si ça n'est pas clair dans leur tête, ça ne pourra pas marcher, ou du moins ça marchera lentement. Euh, c'est pour ça que vous, il faut définir vos règles, parce que si elles sont définies, c'est plus simple de leur dire comment vous allez fonctionner, qu'est-ce que vous allez tolérer, qu'est-ce que vous n'allez pas tolérer. Voilà. Le dernier point au niveau de votre rôle, c'est votre rôle auprès des parents. Qu'est-ce que vous attendez d'eux? Sur mon site internet, j'ai fait un article là-dessus sur la gestion des parents. Je ne sais pas si certains l'ont lu. Les parents, ils interfèrent lorsque c'est pas clair pour eux. Dans l'article, pour résumer très simplement, je fais une réunion de parents avant la saison. Alors, quand j'ai un groupe plusieurs années de suite, je fais la réunion de parents qu'une seule fois. Je me remets à l'écran. L'idée, c'est de réunir les parents, non pas pour se justifier, mais pour leur expliquer où vous allez. Et surtout pour leur expliquer qu'est-ce que vous allez tolérer chez leurs enfants, qu'est-ce que vous n'allez pas tolérer, mais également qu'est-ce que en tant que vont voir sur le terrain parce que vous le travaillez, et qu'est-ce qu'ils ne verront pas ou peu parce que vous ne le travaillez pas. Parce que former, c'est aussi faire des choix. On ne peut pas tout faire. Vous avez probablement des équipes qui s'entraînent, peut-être certains une fois, deux, peut-être trois, quatre, et là on peut faire des contenus un peu plus précis. Et c'est pour ça que votre rôle et vos objectifs, il faut les définir parce que vous pourrez pas partir dans toutes les directions. Et il vaut mieux maîtriser très bien trois choses dans l'année que 50 moyennement. Et ça, faut le dire aux parents. Parce qu'après, les réflexions, ils jouent pas collectif, etc. Mais si vous êtes avec les poussins sur du travail pendant 3 mois de travail de fondamentaux individuels, la propension à jouer collectif va être évidemment moins nette. Voilà. Euh, est-ce que c'est vrai que le sondage, non, on l'oublie, le sondage, on n'y revient pas? Le sondage, ça a pas l'air de fonctionner. J'ai essayé de faire bon voilà, il y a l'air d'avoir un bug au niveau de l'appréciation en fait des réponses des gens. Ok. Donc bon, éventuellement, si dans le chat vous voulez mettre un retour, est-ce que tu as la question toujours avec toi ou tu veux que je la dise peut-être? Laquelle? Vas-y, tu veux qu'on fasse un point de question? Est-ce que tu as besoin vraiment qu'on mette le sondage ou Non, tu non, veux non, qu'on mais laisse tomber? par contre, si tu veux faire un point question, parce que c'était l'intro avant d'attaquer le. D'accord, ok, ok, bon ben c'est On parti. peut faire un petit point de question si t'en as. Ouais, ouais, on a pas mal, on a 4 questions là, 4, 5 questions qui sont parues. Je pense que tu les as aussi face à toi. Euh, on a la première question de Stéphane qui est: est-ce que sur des benjamins en sélection départementale, cela marche? Alors, Stéphane, qu'est-ce qui marche? Parce que j'ai pas encore présenté les choses. Ah oui, tu parles des sélections d'accord, départementales officielles des comités. Oui, oui, le mode de fonctionnement que je vais vous présenter sur le visio, ça marche évidemment sur les sélections. C'est peut-être même encore plus vrai sur les sélections parce que tu as affaire à des filles ou des garçons qui sont a priori opérationnels beaucoup plus que les équipes de clubs de département. Et c'est probablement des enfants qui sont, enfin moi de mon vécu, c'est ce que j'ai constaté, qui sont plus réceptifs, qui sortent de leur cadre de club. Et si toi, t'es pas plus exigeant dans les sélections départementales que les joueurs, que les coachs de club, l'engouement des gamins va être moins fort. Donc oui, oui, le travail en amont, il est même encore plus important sur les sélections. On a une question de Vianney, même une deuxième là qui vient de poser. La première, c'est coacher pour gagner et la limite si on attends, coacher pour Ouais, gagner, j'ai voilà, compris. et et la limite si on compare à coacher pour former. Alors, Vianney, tu as la question, on va y répondre dans le visio un peu ça. D'accord. Notamment à la fin, j'ai une partie, les limites justement, où j'y reviendrai. Donc je vais pas te répondre tout de suite. Tu me la reformuleras si je réponds pas à ta question après.
Tu veux que j'enchaîne, Cédric? Oui, on va peut-être le temps de répondre à une ou deux questions encore. Je Ouais, vois juste Vianney qui demande si on évoque uniquement le coaching ou l'entraînement. Là aujourd'hui, tu me dis si on se trompe, mais je pense qu'on évoque uniquement le ouais, coaching. ouais, Alors que c'est le pour ça. Après, en fin de visio, s'il veut poser une ou deux questions sur l'entraînement, on pourra. On Ouais, bien verra. sûr. Euh, Euh, Philippe, rapidement, ouais. les écrans, quand est-ce que je mets en place les écrans? J'ai passé une année en championnat de France minime garçon. On faisait aucun écran, on faisait des croisements de joueurs sur les minimes première année. Minime deuxième année, championnat de France, on peut commencer. Euh, Après, il n'y a pas de vérité, ça va dépendre de ton groupe. Il y a des minimes deuxième année qui sont pas capables déjà de se démarquer tout seuls, donc ça va être prioritaire. En département, en minime, moi je fais aucun écran par exemple, si c'est ça ta question. Cadet, il faut commencer quand même, hein, par contre. Après, minime, tu peux commencer si ton équipe est a un QI basket un minimum cohérent ou correct, quoi. Attends, je vais regarder les autres questions. Cédric, on va en sélectionner une autre. Euh, Je note hein, l'ensemble des questions pour y revenir à la fin de toute façon. Je les note vraiment toutes, ça permettra de, même si le chat évolue pendant la conférence, qu'on puisse revenir sur des questions qui ont été posées au tout début. On pourra pas répondre à toutes les questions hein, J'en fais une tout de dernière. suite. J'en fais une dernière. Ouais. Je vais zapper les questions sur les entraînements, les gars, parce que sinon on va partir dans tous les sens. Vianney, ta question sur coacher les filles et les garçons, est-ce la même chose? Non, pas du tout. Euh, Si tu veux, on y reviendra à la fin pour en parler. J'ai coaché énormément d'équipes de filles, même plus que de garçons, mais c'est pas du tout pareil. Après, là, on en a pour une demi-heure si on parle. Voilà. Ok, on va enchaîner. Ok. Très bien. On va enchaîner, les gars, et puis on reviendra sur les questions après le partager l'écran. La rencontre. Tac. Voilà, donc on va aborder la rencontre en elle-même. Euh, Dans la rencontre, j'ai séquencé la visio de manière très simple. J'ai fait l'avant-match, la rencontre, la mi-temps et la fin de la rencontre. Alors, l'avant-match, on est bien pas sur le travail en amont, c'est différent du travail en amont que je vous ai présenté avant où ça se fait durant la pré-saison, etc. Là, on est vraiment sur l'avant-match à une heure avant le match, etc. Voilà. Euh, L'avant-match en lui-même. Il y a trois choses, vous, à faire, que vous savez hein, déjà. Il y a le speech et le briefing à faire aux joueurs. Il y a l'échauffement. Et il y a, j'ai mis l'option sur le choix du 5 majeur parce que c'est toujours une petite question qu'on se pose tous à un moment donné. Voilà, il y a ceux qui mettent toujours le même, ceux qui changent. Voilà, donc on va avoir un petit temps de réflexion sur ça. Euh, je vérifie. Voilà. Je vais quitter parce que c'est mieux que vous me voyez pour parler. Euh, sur le speech. Sur le speech, en jeune, il doit être super efficace. Euh, il y a une mouvance d'entraîneurs, enfin de coach, qui dit que oui, emmener les jeunes dans les vestiaires, ça sert à rien, c'est des gars. Je crois que c'est faux. C'est pas parce qu'on va dans le vestiaire qu'on se prend pour quelque chose. Le vestiaire a un gros avantage, c'est de s'isoler. Et on peut très bien aller dans le vestiaire 3 minutes, mais si c'est mieux que d'être 3 minutes dans la salle, avec les gens qui gravitent, avec les ballons qui rebondissent, les parents qui sont là, etc. Euh, le speech, il doit être efficace, court, et généralement, quand je fais mon speech chez les jeunes, moi, je ressors du speech en mettant une idée très forte, deux maximum, pas plus. Ça peut être deux offensives, deux défensives, ou une offensive et une défensive, mais je ne mets pas d'idées, plus d'idées que ça, parce que je pense qu'ils peuvent pas tout enregistrer. Quand vous allez sortir des vestiaires, il y en a déjà la moitié qui aura oublié une des deux. Donc, alors, ça, c'est un constat que j'ai fait. Hein. C'est-à-dire que souvent, quand on leur parle, faites attention à ça aussi. Quand vous leur parlez, c'est la même chose sur les temps morts, ils, les infos sont souvent prises par le groupe, mais pas par les individus. Une petite astuce toute bête, à chaque fois que je dis, par exemple, je vais vous donner un exemple, bon, les filles, la priorité aujourd'hui, c'est d'aller au rebond tout le temps. Voilà, par exemple. Euh,
Si je dis cette info-là comme ça, il y a la moitié de l'équipe qui ne l'apprend pas parce qu'on l'a lancée dans la volée. Et du coup, comme personne ne l'apprend, comme le groupe l'apprend, comme les individus ne l'apprennent pas, le groupe l'apprend pas. Donc généralement, je dis, les filles, la priorité, c'est le rebond. Et je leur dis tout le temps, on est d'accord, vous remplacez le on par moi, je. Après, vous passez pas toutes les filles, mais de temps en temps, je le fais. Je dis, Julie, tu vas au rebond. Amélie, tu vas au rebond, et ainsi de suite. C'est important pour elle de prendre les infos pour elle, y compris sur les temps morts, ça c'est vital. Euh, voilà, ça c'est pour le speech. L'échauffement. Alors, l'échauffement, il y a des grands débats dessus. Euh, En jeune, on est tous d'accord, une demi-heure, ça suffit. C'est pas pour ça qu'on arrive 30 minutes avant, parce que généralement, dans ce cas-là, il y a plus que 20 minutes d'échauffement. Mais 30 minutes d'échauffement réel, en jeune, je pense que ça suffit largement. Il y a plein de débats là-dessus. Culturellement, la phrase qu'on entend souvent, y compris les parents, ah ouais, mais l'échauffement, c'était mou, donc elles ont démarré le mauvais match. Enfin, elles ont mal démarré le match. Je suis de plus en plus persuadé que l'échauffement, il faut pas perdre d'énergie. Et que ce qui compte, c'est pas tant l'intensité qu'on y met que la concentration. Et moi, dans l'échauffement, c'est pareil pour mes seniors. Je leur dis, gardez dans sous le coude, parce que passer 10 minutes sur les 30 à être à fond pour se mettre dans le rythme, c'est de l'énergie perdue lorsqu'on démarre le match. Et ce qui est plus important, c'est d'être concentré. Le concentré, c'est quoi en jeune? C'est faire bien. À l'échauffement, je fais bien. Je tire, je marque. Je fais bien mes dribbles, comme à l'entraînement, comme quand on travaille les fondamentaux. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose d'anodin, l'échauffement. Faut pas tolérer les rigolades, etc. Voilà, y compris dans les niveaux dits plus faibles. Parce que votre rôle de coach, c'est aussi de former des seniors. Et les seniors, voilà, faut gagner les matchs et ça se prépare dès l'échauffement. Le dernier point, c'est sur l'option du 5 majeur. Juste, Alors, Benjamin, est-ce que tu peux remettre ton PowerPoint, s'il te plaît? ouais, ok, je le remets. Benjamin, ça sera peut-être plus facile pour nous repérer, pour nous. Ouais, ok, ça marche. Je le remets. Voilà. Le troisième point, c'est l'option sur le choix du 5 majeur. Euh, Il y a débat là-dessus, il n'y a pas de vérité, ça va dépendre de votre groupe. Il y a plusieurs paramètres, à mon avis, à prendre en compte. Le premier paramètre, c'est quel effectif vous avez. Est-ce qu'on met les 5 meilleurs joueurs sur le terrain? Est-ce qu'on fait un mix pour avoir des rotations efficaces? Si vous voulez mon avis, je mets en jeune, on est bien d'accord, en jeune, je mets rarement mon meilleur 5 en début de match. En reprise de mi-temps, c'est pas la même chose, on en parlera tout à l'heure. Mais en début de match, je mets rarement mon meilleur 5 parce qu'on a énormément de disparités chez les jeunes de niveau. Et avoir un ou deux joueurs opérationnels capables de rentrer, peut-être pas les meilleurs, mais on va dire les 4, 5, 6 dans la hiérarchie de l'équipe, ça permet d'être efficace sur les rotations. Et donc, ça permet de mettre du temps de jeu tout de suite sur deux joueurs dits un peu plus faibles, même s'ils peuvent être bons, c'est pas le souci. Le deuxième point sur le choix du 5 majeur, ça va être la récompense ou la sanction. Ça peut être récompense d'une belle semaine ou sanction d'une mauvaise semaine sur quelqu'un qui serait habitué à être dans le 5. Je crois que c'est très important de le dire. Souvent, on dit ouais, je le mets pas dans le 5, je le mets pas dans le 5, et il a fait une semaine de merde, et on lui dit pas. Ça, par contre, c'est pas bien. Je pense que c'est vital de dire à l'enfant, tu ne rentres pas, contrairement à d'habitude. Voilà pourquoi. Tu ne rentres pas parce que cette semaine, tu as fait clown. Parce que cette semaine, tu n'as pas été rigoureux sur ce que j'ai demandé. Et lui dire, c'est pas grave, mais il faut que tu apprennes à faire les choses bien pour mériter d'être sur le terrain autant, voire plus que les copains. Voilà. Là, j'ai un troisième point aussi pour le coaching, ce qui peut être intéressant dans le 5 majeur, c'est la volonté de remettre un gamin en confiance. Un gamin qui est plutôt un joueur bon ou correct et qui doute, même d'ailleurs un joueur faible. Lui, par contre, faut pas lui dire pourquoi vous le mettez, parce que là, du coup, mais lui dire, allez, vas-y, t'y vas. Et généralement, moi, dans ces cas-là, quand je mets un joueur qui a besoin de reprendre confiance, je lui donne une mission défensive. Généralement, les gamins, mission défensive, ils s'impliquent à fond. Et c'est un moyen facile de remettre en confiance. On lui dit, voilà, t'as mis un joueur adverse
quand bien même ce ne serait pas le meilleur joueur, mais vous dites que c'est un très bon joueur, que on a besoin de lui sur cette mission-là, et que s'il fait bien son boulot, l'équipe peut gagner sereinement. Voilà. Ça, c'est voilà les différents paramètres de choix de 5. Il y en a certainement d'autres. Hein, j'ai pas. Je remets mon écran. Je fais les manips. Voilà. Donc ça, c'était l'avant-match. N'hésite pas à laisser uniquement ton écran PDF parce que on a un petit décalage entre l'image et le son pour toi de ton côté. Donc du coup avec le PDF ça permet vraiment de se concentrer sur le son et se fixer vraiment sur sauf vraiment si tu as vraiment besoin de montrer quelque chose physiquement, mais n'hésite pas à rester sur le PDF. Ok. La deuxième partie qu'on attaque sur le match, c'est pendant le match. Alors, le premier point pendant le match, c'est le respect des règles pour le banc. Et ça, c'est les règles que vous avez définies, comme on l'a dit, en amont. Par exemple, je donne un exemple, un joueur sort, on se lève tous, on lui tape dans la main. Si vous avez défini cette règle-là, vous ne la lâchez pas, jamais, du début à la fin de l'année. Moi, le premier d'ailleurs, voilà, on fait tous des erreurs et j'en fais aussi. On a tendance à mettre des choses en place et puis au fur et à mesure de la saison, ça se délite parce qu'on est concentré sur autre chose, parce qu'on est sur le match, parce qu'on a d'autres priorités, etc. Et je pense que les petites règles simples, c'est justement celles-là qu'il faut qu'on arrive à maintenir tout le temps. Et ça, faut s'y tenir. Donc, pendant le match, le respect des règles pour le banc est vital et généralement on a tous les mêmes. Hein, c'est voilà, on parle pas, on regarde le match, on encourage. Il n'y a pas de réflexion sur l'arbitre des adversaires, etc. On est dans la formation classique des joueurs. Autre chose pour le banc, puisqu'on est sur le banc, c'est la gestion de vos remplaçants. C'est important aussi de se poser la question à quoi servent les remplaçants et surtout comment les concerner. On a tendance à pas s'occuper d'eux alors que le match commence et moi je pense que c'est important dans la formation de leur apprendre à regarder des choses simples et à leur apprendre aussi à se dire tiens je regarde le match, qu'est-ce qui se passe? Qui marque chez les adversaires? Quel est le point faible chez nous en ce moment? Quel est le point fort? Avec l'aide du coach, ça s'apprend. Vous pouvez leur poser la question pendant le match, mais regardez, il est où le souci là? Voir un petit peu s'ils sont concernés. Et il y a un point aussi qui pour moi est primordial et que vous devez avoir en tête, c'est faire prendre conscience aussi qu'être remplaçant, c'est avoir aussi l'énorme avantage de rentrer sur le terrain avec beaucoup plus d'informations que le 5 majeur. Généralement, le 5 majeur, il rentre, il découvre. Soit parce que vous connaissez pas l'équipe, soit on joue jamais les mêmes joueurs, ou assez rarement. Et donc le 5 est un petit peu la surprise. Est-ce que ça joue vite? Est-ce que ça défend bien? Est-ce que ça... le banc, il n'a pas cette surprise-là. Et finalement, cet avantage-là, ça doit normalement compenser leur niveau technique peut-être plus faible. Ou leur QI basket plus faible. Voilà. Donc ça, c'est une question. Moi, c'est un point, j'y tiens beaucoup. La gestion des remplaçants, c'est quelque chose de primordial. Et c'est eux en plus qui assurent le relais des joueurs majeurs et des rotations. La gestion des temps de jeu. 2 points se posent à vous. On y reviendra tout à l'heure. Hein, là, j'énumère. C'est quand faire rentrer les gamins et comment. On y reviendra tout à l'heure dans les astuces que je vais donner parce que je vais pas passer trop de temps dessus parce qu'il y a plein de choses à dire. On y reviendra tout à l'heure. Donc, pendant le match, respect des règles, gestion du temps de jeu. J'ai mis en 3, donner son énergie. En jeune, si vous ne donnez pas d'énergie, le groupe avance pas, vous l'avez tous constaté. Vous êtes le carburant de l'équipe. Et si vous alimentez pas les jeunes par votre enthousiasme et votre allant, en règle générale, hormis groupe exceptionnel, avec une forte capacité intrinsèque de motivation, l'intensité elle baisse. Et vous remarquerez que en jeune, l'équipe, c'est vous qui faites jouer l'équipe au niveau de l'intensité. En 4e, j'ai mis votre rôle pendant le match, c'est de trouver des solutions aux problèmes de vos joueurs, problèmes tactiques, problèmes de comportement, et ainsi de suite. La mi-temps. 4 points importants. La mi-temps, elle fait partie du match. Ça, c'est super important. Vous lâchez pas les joueurs en termes de concentration. On a dit que l'échauffement, ça permettait de rentrer dans le match et de faire bien. La mi-temps, c'est la même chose.
La mi-temps, c'est pas un entracte. C'est pas un moment où on se relâche, là, c'est cool. Non, la mi-temps, ça fait partie du match. C'est le moment où on fait le briefing le retour au calme qu'on va voir tout à l'heure dans les vestiaires. Et c'est le moment où on mobilise encore son groupe sur ce qui s'est passé sur la première partie. J'ai mis une petite phrase en deux. À la mi-temps, il n'y a pas de parents. Ça devrait, mais ça ne l'est pas parce qu'on le constate tous dans les salles de temps en temps. Ça devrait être incontournable. Il n'y a pas de parents à la mi-temps pour une raison très simple. Le premier point qu'on a dit avant, ça déconcentre. Et le deuxième point, c'est que les parents vont tous donner leurs consignes. Alors, je dis pas que les parents connaissent pas le basket, il y a certainement plein qui connaissent le basket, mais il y en a aussi beaucoup qui ne le connaissent pas. Et quand bien même une consigne donnée par un parent discrètement à la mi-temps soit bonne, elle peut quand même être bonne et être l'inverse de ce que vous avez dit parce que vous n'avez pas le même point de vue. Et là se télescope l'avis du parent et l'avis du coach. Mais pour le jeune, si le papa vient donner un avis, le papa peut être ou la maman peut être assimilé au coach finalement. Or, c'est pas le cas. Donc à la mi-temps, moi, les échanges parents-enfants, c'est interdit. Ils savent, les parents savent. Généralement, le premier match, on cadre, on leur dit en amont, et après, il n'y a pas de souci. Il y a évidemment le retour au calme à faire sur les points à modifier pour la deuxième mi-temps. Le retour au calme, en fait, c'est... Alors, j'ai mis retour au calme. Vous pouvez aller dans les vestiaires aussi, là, je pense que c'est important en termes de sérénité et d'isolement. J'ai mis un retour calme, qu'on s'entende bien. Des fois, une petite soufflante, ça fait du bien, on est tous d'accord. Mais c'est très important, lorsque vous mettez une soufflante, de finir en redescendant vraiment et en étant calme. Et en disant, bon, maintenant, je vous ai dit ce que j'avais à vous dire sur le plan, par exemple, de la non-volonté, de la non-combativité, etc. Vous m'avez entendu, j'attends de vous que vous répondiez à ça. Maintenant, voilà les deux consignes à modifier si on veut gagner le match. Les deux consignes, j'y tiens, c'est toujours pareil qu'au speech d'avant-match, c'est que vos gamins seront beaucoup plus forts si vous réglez les deux problèmes majeurs de l'équipe sur la première mi-temps, plutôt que d'essayer d'en régler 6. Voilà, si le problème c'est le rebond, vous parlez que du rebond, que du rebond, que du rebond, et puis c'est tout. Si c'est le repli, le repli. Voilà, et il faut aussi questionner les enfants. C'est-à-dire que quand vous allez retourner sur le banc et que le match va reprendre, ne pas hésiter à leur dire, bon, c'est quoi les deux choses qu'on doit cadrer? Si d'eux-mêmes ils répondent le rebond et le repli défensif, je donne des exemples, c'est bon, vous avez gagné, ils l'ont. Toujours pareil, c'est pas on assure le repli, mais moi j'assure le repli. Et enfin, à la mi-temps, vous avez un rôle de remise en condition mentale, rien de particulière, c'est de remotiver vos troupes, et ainsi de suite. La fin de la rencontre. Important par rapport à la formation, l'attitude par rapport aux acteurs du match, même si ça s'est mal passé, y compris à votre niveau. Donc saluer les adversaires, évidemment, saluer les arbitres, saluer la table, et rester très correct. Deuxième point, pas de retour à chaud si vous êtes énervé. Ça arrive, on peut comprendre ça tout à fait. Et dans ces cas-là, évitez de parler du match. Faites le cri, laissez-les tranquilles. Généralement, quand vous êtes énervé, c'est qu'il y a eu des fêtes. Ils sont déjà un petit peu dans le trou. Vous dites, on en reparle à l'entraînement. Voilà. Mais après, souvent, c'est dans ces cas-là qu'on dit des phrases qu'on regrette. Et chez les jeunes, les phrases ont beaucoup d'impact. Les mauvaises phrases ont beaucoup d'impact. Et dernier point à la fin de la rencontre, vous pouvez rassembler les joueurs, comme on vient de dire avant, sans faire de bilan sur le match si vous êtes énervé. Si par contre ça s'est bien passé, vous pouvez faire un petit retour rapide, mais il doit être très rapide. Et surtout, vous restez calme. Moi, j'ai mis pas d'euphorie. C'est valable aussi pendant votre coaching, ça. Moi, j'aime bien dire à mes joueurs qu'il faut qu'ils jouent avec zéro émotion. Si on met 4 paniers à 3 points d'affilée, on s'enflamme pas comme des fous parce que on a mis 4 paniers. De la même manière, on ne dramatise pas si on a pris 4 paniers à 3 points dans la tête d'un coup. C'est en restant calme que vous allez les garder concentrés et c'est en restant calme vous-même que vous allez leur dire, regardez, moi, je pars pas en vrille. On peut gagner, on peut revenir, on peut progresser. Jouer mal, ça peut arriver. Avoir un coup de mou, ça peut arriver, et ainsi de suite. Voilà. Voilà pour la rencontre. Cédric, est-ce que tu veux, est-ce qu'il y a un point question ou pas? Avant d'arriver sur le...
Tu m'entends? Oui, oui, je t'entends, hein. Je m'étais éteint pour te Ouais. laisser la parole. Oui, oui, on peut faire un petit point question, un petit point question. Je vois que ça échange pas mal sur le chat, c'est super. Tout le monde est en train de se présenter, c'est génial. Merci Michel d'avoir initié cette cette petite question. C'est la coude, Euh, il arrive en retard. La ponctualité, Michel, quand on est entraîneur. non mais mieux vaut tard que jamais, c'est toujours bien. Voilà. Oui, alors on a un paquet de questions, on ne pourra pas répondre à tout. Euh, juste pour précision, par rapport au choix des questions que je fais, je suis ancien basketteur, j'ai aussi été entraîneur. Donc par rapport à la conférence de Benjamin, je ne choisis vraiment pas au hasard les questions, j'essaie vraiment de prendre les plus intéressantes. On a deux questions de Nicolas, enfin du moins une, sur l'option du 5. Doit-il être une récompense de l'entraînement pour concerner tout le monde? C'est une bonne question, ça. Euh, je, c'est pas quelque chose que je fais, mais finalement, dans la conception de la formation, ça peut être un très bon moyen de dire ceux qui s'entraînent bien sont dans le 5. Ça peut être une récompense si c'est automatisé et que c'est une de tes règles immuables, Nicolas. Moi, je pense que ça peut être très efficace. Effectivement, c'est pas bête. Par contre, tu n'y déroges jamais. Et c'est ça le plus dur, c'est qu'au fur et à mesure de tes semaines, il faut tout le temps que toi, tu sois concentré dessus, parce que si tu l'as défini au départ, et qu'une fois ou deux tu le fais pas, donc voilà, donc ça, je pense que ça peut être très très bon. Pour l'implication des jeunes, ça peut être très très bon. Ouais. Mais attention à le tenir dans le temps. Ok. Une autre question de Maxence. Comment gérer un groupe hétérogène lors d'un match en compétition? Alors Maxence, il est là. Ok. On va y venir tout de suite, Maxence. Je vais répondre à ta question tout de suite. Si jamais j'y réponds pas, tu y reviens parce que je pense que elle est intéressante celle-là. Mais je vais t'apporter euh, un ou deux points qui vont normalement t'aider bien. Donc on va y revenir tout de suite là. Une question de Stéphane. Comment, alors j'ai modifié la question parce qu'il était une question entraînement et coaching, donc je l'ai tourné coaching. Donc comment gérer l'agressivité défensive pendant le match du coup en U11? Il entend quoi par gérer? Ah, attends, on va essayer de parler en match. Alors, Stéphane, et on va te laisser le temps de répondre. J'espère que t'as pas trop de décalage. Euh, Comment gérer? Ça veut dire que tes U11, ils sont trop agressifs? Donc on va du coup on va laisser le Stéphane Je répondre. peux essayer- je vais quand même essayer d'y répondre un petit peu plus Ok, pardon. précisément. Si ton problème c'est que tes U11 ils sont trop agressifs, d'abord c'est très bien. Tu leur imposes quelque chose de très simple. Vous n'avez pas le droit d'intervenir sur le ballon tant que le joueur n'a pas arrêté de dribbler. Et au lieu de chercher à piquer la balle, de toute façon, ça c'est une conviction personnelle. La défense en jeune, euh, moi je pense que c'est un tort de leur apprendre, de leur dire faut piquer les balles, parce que c'est pas la réalité du jeu senior. En senior, on prend pas les balles dans les mains. Et les arbitres, ils regardent quoi? Ils ciblent, mais en senior, c'est vrai aussi, ils ciblent le porteur, le défenseur du porteur. Et moi, je dis toujours à mes jeunes, vous êtes ciblés par l'arbitre puisque vous défendez celui qui a le ballon. Vous lui montrez que vous faites pas de faute. Et défendre, c'est pas piquer le ballon. Défendre, c'est ne pas se faire passer. Voilà, ça, pour moi, ça c'est ultra important. Et les interceptions, c'est sur les passes ou éventuellement dans les mains après arrêt du dribble. Mais on peut être très agressif en ne cherchant pas la balle. Ok, merci. Du coup, on a une dernière question sur l'échauffement. Est-ce utile de varier les échauffements, les doubles pas à deux à l'heure? Quelle réelle utilité? Il y a une double question là-dedans, mais Très bien, Vianney. Super question. Super question. Le fameux double pas en ligne droite, voilà, à deux à l'heure. C'est très, voilà. Alors, des petites choses toutes bêtes. Tu peux mettre des petits 1 contre 1. Par contre, tu leur demandes de faire à 80%. Ou tu leur demandes de jouer des 1 contre 1 et de terminer avec de ne pas gagner le duel sur de la vitesse, mais sur de la technique, des feintes, des enchaînements simples, des appuis décalés, etc. Mais tu peux faire des petits 1 contre 1 sur l'échauffement. Moi, j'en fais. Le deuxième point, c'est que au lieu d'effectivement de faire des doubles pas, tu leur demandes, lorsqu'ils partent au panier, de faire un 1 contre 1.
donc de faire un changement de main, accélérer, et ensuite varier les finitions, de passer sur un layback, etc. Ou de faire un dribble de recul et de tirer. Mais de faire une situation où ils sont obligés de faire un changement de main ou deux, et de faire comme s'ils avaient un défenseur. Mais je suis totalement d'accord avec toi. Très bien. Du coup, ça répond. Vianney avait lancé une deuxième question sur l'échauffement et le technique tactique. Je pense que tu Non, as en non, partie. je vois ce qu'il veut dire. Non, pas de correction, Vianney, à l'échauffement. Tu fais ça à l'entraînement, ils vont pas modifier les gestuels à l'échauffement, ça sert à rien. Prendre un joueur, lui dire. Tu peux lui dire, hey, oh, on a appris des choses, arrête de tirer. Voilà, la gestuelle, tu lui dis la gestuelle, par exemple, s'il tire n'importe comment, alors que d'habitude il fait bien. Mais c'est pas à l'échauffement que tu vas lui rectifier son Alors, tir. on a une question de Nicolas, mais que du coup, qui ressemblait à celle de tout à l'heure sur l'agressivité. Donc, on va pas la. Quand tu vas y répondre, on va la passer. On a une question on a une question sur les 5 majeurs. On a une question de Michel et une question de Nicolas encore sur les 5 majeurs. Donc, on va répondre à juste cette dernière question-là avant de te laisser continuer. Donc, il y a Michel elle se rejoigne un petit peu, hein, qui demande faut-il lancer les 5 meilleurs pour 5 majeurs? Où l'option du 5 doit-elle déjà prendre en compte le profil des adversaires. Donc ça, voilà, Ok. on a déjà un peu. Voilà, Alors, je laisse. Michel, je crois qu'on a déjà répondu à ta question. Ça, c'est à l'appréciation de chacun. Par contre, c'est bien que tu la reposes parce que j'avais oublié d'y revenir. À titre personnel, je lance pas mes 5 meilleurs joueurs en jeune. Rarement. J'en lance. Non, pareil, on va y revenir tout à l'heure, mais j'en lance généralement 3 ou 4. Et après, je mets un joueur moyen. Pas non plus dans les plus faibles, mais moyen. Et je garde surtout un joueur capable de monter le ballon en secours. Euh, Par contre, je reste convaincu que en reprise de mi-temps, il faut lancer les 5 meilleurs. On sait tous très bien qu'à la mi-temps, qu'on soit à plus 5, moins 5, plus 10, moins 10, le match il n'est pas joué. Et c'est le lancement de la deuxième mi-temps qui détermine que soit vous étiez devant, vous lancez les 5 meilleurs, ils font l'écart, c'est terminé, soit vous étiez donc derrière et ainsi de suite. Moi, je lance mes 5 meilleurs tout le temps, par contre, en reprise de mi-temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà. L'avantage aussi, c'est que si on peut enchaîner sur nos questions, c'était quoi? C'était par rapport au poste de jeu adverse, c'est ça, Cédric? Comment, excuse-moi, Ouais, la question, l'autre question, c'était sur les postes de jeu adverse, c'est ça? oui, c'était Ouais. prendre en compte le profil des adversaires au niveau du 5 Alors, majeur. ben, oui, tu peux prendre le profil des adversaires. Après, en poussin, c'est pas trop jusqu'à Benjamin. Voilà. Ça dépend si tu te places. Toi, tu regardes d'abord ton équipe et tu as des intentions que tu veux imposer à l'autre. Ou est-ce que tu te dis, bon, je vais contrecarrer l'adversaire. Il faut peut-être plus le connaître. C'est une option. On peut en parler beaucoup. Ouais, mais c'est une option, effectivement, de varier selon la taille, les qualités athlétiques, et ainsi de suite. Ok. Ok. On enchaîne On peut-être sur. enchaîne, on va enchaîner. Il y a Nico qui a posé une question, on y reviendra après. Du coup, Nico, t'inquiète pas, je l'ai Ouais. noté, on y reviendra. Je te laisse continuer, Benjamin. Ouais, ça marche. Je remets en plein écran, c'est mieux. Ok. Je viens sur des généralités. Alors, les généralités, je vous explique pourquoi. Ce que j'entends par là. C'est pour moi, j'ai mis 3 points. C'est pour moi, les généralités, c'est tout ce qui fonctionne euh, de concret pour moi sur à peu près n'importe lesquelles des équipes. Ça ne veut pas dire que je gagne tous les matchs, ça veut pas dire, mais généralement, mes équipes jeunes mais même seniors d'ailleurs, euh, ont une certaine sérénité dans leur approche du match. Et j'ai quelques petits principes importants. Euh, Donc, on va voir en premier point les méthodes pour être efficace sur votre coaching, les limites à ne pas dépasser. Et là, on va répondre à une question qui a été posée tout à l'heure, je crois, et les petits conseils et astuces que je vous donne pour optimiser le match. Alors, les méthodes. Il y a 4 choses pour moi primordiales. La première chose, c'est de contrôler ses émotions. Voilà. Vous devez être le métronome et c'est vous qui rassurez tout le monde. Donc, c'est-à-dire que hurler ne résout pas les problèmes basket, quoi. C'est-à-dire que je vais vous donner un exemple très concret. Si vous avez le feu dans votre baraque ou dans votre grange, j'en sais rien, et que les pompiers ils arrivent, ils sont en panique totale et ils sont là, ils savent pas quoi faire, etc. Et ils hurlent. Bon, et à un moment donné, vous allez dire oula, enfin, voilà. C'est la même chose pour les urgentistes, etc. C'est parce que lors d'un accident, ou si vous êtes touché à un de vos proches, parce que l'équipe médicale est calme, redescend, montre qu'elle gère, que vous allez redescendre, essayer de dire bon, allez, elle est entre de bonnes mains, etc. Mais c'est strictement la même chose au basket. Je suis convaincu que si vous contrôlez vos émotions,
vous allez gagner en efficacité. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de temps en temps mettre un coup de boost, de temps en temps, mais il faut toujours revenir au calme tout le temps, tout le temps, tout le temps. Couper l'euphorie. Quand les joueurs ils s'enflamment et qu'ils se font ouais, qu'ils se tapent dans les mains, etc. parce qu'ils ont mis 3 paniers alors que le match n'est pas fini, faut arrêter ça. Faut les cadrer, il faut dire, hey, vous faites quoi? On se calme, il n'est pas gagné, asseyez-vous, voilà. Même chose, si on a pris 3 paniers, le match n'est pas terminé, on redescend, on prend un temps mort, on dit, hey, allez, on va revenir, action après action, ils vont avoir des coups de moins bien, nous on va avoir nos 3 minutes où on va être bien, etc. Mais ça c'est super important parce que voilà, vous êtes le métronome et il faut que les enfants sentent que dans la tempête vous êtes serein, quoi. Voilà. Je vais même plus loin. Moi, en jeune, maintenant, je crois que je suis arrivé à un point où je suis plus jamais en colère, quasiment plus jamais. Euh, et les colères, je les joue. C'est-à-dire que je les vis pas vraiment, mais je les joue, quoi. Je fais semblant d'être en colère. Alors, je le fais bien quand je le suis vraiment, mais voilà, faut prendre du recul quand même sur ce qui se passe. Voilà. Le deuxième point très important, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le match, il se gagne en deuxième mi-temps. Ça, c'est vital. C'est-à-dire qu'en première mi-temps, euh, on va y revenir tout à l'heure sur ce point-là dans les astuces. Le match se gagne en deuxième mi-temps, vous verrez dans les astuces, je vais vous expliquer pourquoi. Euh, ça va découler, en fait, de là va découler vos temps de jeu, votre gestion des temps de jeu, vos rotations, etc. Le troisième point dans la méthode, c'est de cibler tout le temps le ou les 2 points clés qui, pour vous, sont les déterminants de la physionomie du match. Si vous êtes derrière, pourquoi vous êtes derrière les 2 points à contrôler que l'adversaire domine. Si vous êtes devant, ça peut aussi être des points positifs. S'il y a 2 choses, si vous êtes devant et que tout se passe bien, ou même d'ailleurs vous pouvez être derrière face à une équipe plus forte et il y a 2 consignes que vous aviez données qui sont respectées, qui sont très bien, il faut continuer à insister dessus. C'est-à-dire que si 2 consignes vous permettent d'être dans le match, il faut continuer à insister. Voilà, ça c'est vital. Et le troisième point, un temps mort, il doit être collectif. Ça, on vous l'a déjà dit, je pense, dans les formations pour ceux qui en ont fait. Ne faites jamais, jamais, jamais de temps mort pour reprendre un gamin. Voilà, c'est une perte de temps. Le jeune, il va être déstabilisé, il va perdre de la confiance. Voilà, vous allez être inefficace. J'ai oublié un point, là, j'ai pas pris le bon PowerPoint. J'ai oublié un dernier point que j'ai pas affiché. C'est d'utiliser des mots. Ah, aussi, je l'ai fait après peut-être. On va y revenir tout à l'heure, je vais regarder. Les limites, par contre, du coaching pour gagner. Alors, je reviens à la question de tout à l'heure. Vous avez des jeunes en formation. Ce point-là, il est à mettre en lien avec vos objectifs et vos règles que vous avez non négociables que vous avez définies en amont. C'est-à-dire que vous êtes là pour former des mecs qui seront ou des filles qui seront bien en senior, bien dans l'attitude, bien dans le basket. Et ces règles-là, faut pas les oublier. Et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, d'un match à l'autre, il faut s'y tenir tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est probablement ce qui est le plus dur, et je l'ai mis en limite parce que tous, moi le premier, de temps en temps, sur une petite règle de base, on décroche. On décroche à un match, on oublie, voilà. C'est peut-être le point le plus compliqué à nous à tenir sur une saison. Voilà. Et en plus, si votre coaching il déroge dans ces règles-là, vous perdez la crédibilité très vite. Et surtout, tenez-vous-en aussi à ce que vous travaillez sur le long terme, parce que changer quelque chose que vous aviez défini juste pour gagner un match, c'est déroger à votre règle et c'est pas bon. Vous perdriez plus, vaut mieux perdre le match presque que déroger à votre règle. Parce que sur la saison et sur l'avenir, votre règle vous fera gagner plus de matchs que ce match perdu pour cette raison-là. C'est pour ça que je mets en dessous la gagne, oui, mais pas à tout prix. J'ai fait aussi, faut que je parle moins vite peut-être, j'ai fait aussi un article là-dessus sur mon site où j'ai mis formation et coaching, je crois que je l'avais intitulé. La gagne, oui, mais pas à tout prix, c'est-à-dire que si pour gagner le match, c'est ce que je viens de vous dire avant, vous devez déroger à 2-3 règles principales, vous êtes certain que ça vous fera gagner le match, mais vous dérogez à 2-3 règles principales de jeu que vous aviez définies, c'est pas bon. Voilà, ça faut. Donc là, la gagne s'arrête. Et vous expliquez aux enfants que c'est pas grave, c'est bien parce qu'ils ont respecté les règles et que au basket, l'intérêt c'est pas de gagner à leur âge,
enfin, évidemment, ça va faire partie du. Je dis pas que gagner c'est pas important, hein, faut être compétiteur, mais surtout que l'important à leur âge, c'est de donner les bonnes réponses aux problèmes posés par l'adversaire. Si je prends un exemple, on est tous, des fois, dans nos départements, je vais reprendre l'écran, ce sera mieux. Euh, voilà, on est tous, oui, on a tous à un moment donné dans nos équipes, départements, même régions, des équipes, on a le sentiment, la fameuse phrase, ah, ils se sont mis dans la raquette, ils font zone sans le dire, etc. Et on est frustré. Et la culture française est beaucoup sur le drive, et on est en échec. Euh, j'ai perdu souvent, je l'ai déjà dit, des matchs parce que mes équipes ont fait que tirer. Mais si tout le monde est dans la raquette, que vous recevez la balle, et que la réponse que vous leur donnez, c'est d'aller foncer vers le joueur pour avoir des lancers francs, c'est pas la réponse basket qui se propose. Et votre problématique, c'est ça. Et si vous perdez le match parce qu'ils ont pris 10 tirs à 3 points en Benjamin, parce que 10 fois les gens étaient dans la raquette, c'est parfait, vous êtes en train de former. Alors après, c'est frustrant, les parents sont frustrés, etc. Puis après, bon, et bien entendu, après il y a d'autres moyens. Peut-être qu'il faut gagner la balle plutôt en défense. Bon, mais offensivement, votre boulot, c'est ça. C'est que les jeunes trouvent la réponse au problème qui est posé. S'ils répondent à chaque fois bien au problème défensif posé ou offensif, et que ça passe pas, c'est pas grave, vous avez fait votre job et eux aussi, et ils ont appris. Dernier point, attention à la notion de poste de jeu. Je dis pas que c'est pas important, mais pas trop vite. Faut pas les définir trop vite. Et il faut apprendre. Alors, on se place toujours aussi dans le cas de figure où il faut apprendre aux grands à manier le ballon, à tirer, à monter la balle, à driver, à changer de main, à avoir une certaine dextérité. On oublie de dire aussi que c'est bien d'apprendre aux petits à jouer posté. C'est bien d'apprendre aux petits à avoir un petit jeu de haut panier. C'est bien d'apprendre aux petits à faire des écrans de retard. Et tout ça, c'est souvent lié à des notions de poste de jeu, quoique l'écran de retard, non, mais et en jeune, apprendre tout à tous les enfants, c'est bien. Voilà, jusqu'à une certaine limite. Et effectivement, après, cadet, quoique cadet, on peut jouer aussi très très ouvert sur des formes de flex, mais voilà, votre job, c'est de former les gamins pour qu'en senior, quel que soit le choix du coach qui va les prendre, il puisse répondre à sa demande. C'est-à-dire que y a un coach fera peut-être jouer un gamin en 4 et puis l'autre le fera jouer en 3. Donc, il faut qu'il soit capable de répondre à ces problématiques-là. On termine enfin sur les conseils et astuces. Alors, c'est la fin de ma vision. Je vous donne là moi, comment je fonctionne. Euh, Premier point, très important, en jeune, hein, on est bien d'accord, je garde tout le temps l'équilibre suivant dans mon 5 qui est sur le terrain. Toujours, alors on va prendre l'exemple d'une équipe où vous avez 10 joueurs. Vous avez forcément dans les 10 joueurs 5 mecs qui dominent, ou filles. Ça ne veut pas dire qu'ils sont forts, mais ils dominent les autres. Vous avez ensuite ce que j'appelle le ventre mou, c'est-à-dire 3-4 joueurs qui sont moyens, capables de jouer, qui pénalisent pas trop l'équipe, mais qui n'amènent pas non plus une plus-value exceptionnelle. Et ensuite, 1, 2, voire 3 joueurs plus faibles. Moi, je garde toujours l'équilibre 3 forts, 2 plus faibles au maximum. C'est-à-dire que à partir du moment en jeune où vous basculez sur le 2 forts, 2 faibles plus un moyen ou 3 faibles, vous allez être en grande difficulté parce que dans les duels sur les adversaires, vous allez être en échec sur trop de joueurs à la fois. Et les 3 forts, ils peuvent compenser les 2 autres. Donc cet équilibre-là, je le garde tout le temps. Et moi, c'est souvent ce qui détermine mes rotations. Deuxième point, je n'ai en jeune, et en senior aussi, Michel peut le valider, je n'ai jamais de joueur majeur. Donc, je vous parlais des 5 qui dominaient tout à l'heure, des 5 plus forts de votre équipe. Jamais vous avez l'un de vos 5 meilleurs joueurs de l'équipe à plus de 2 fautes à la mi-temps. Voilà. Les autres, c'est pas trop grave. Si les autres, ils ont joué 15 minutes sur 20 et puis qu'ils sont à 3 fautes, c'est pas très grave. Voire 4. Par contre, les joueurs majeurs, personne n'a 2 fautes, à plus de 2 fautes. Et toute la gestion de la rotation, moi, en première mi-temps, je la fais comme ça. Pour une simple et bonne raison, c'est que si à la mi-temps, je suis à moins 5, dans le score, je suis à moins 5, mais que j'ai aucun joueur majeur à plus de 2 fautes, bah, je vais avoir tous mes bons joueurs jusqu'à la fin du match quasiment de manière certaine. Et on sait très bien que le match, il se gagne dans les 6, 7, 8 dernières minutes. Voilà. Donc ça, je suis très vigilant là-dessus. Souvent, on veut tenir le score en première mi-temps, alors qu'en fait, ça sert à rien.
Enfin, ça sert à rien. Faut le tenir, mais sauf si on prend l'eau, mais faut pas laisser ses forts à tout prix parce qu'on se dit, ah là, on va décrocher, on va décrocher. Vous pouvez vous permettre de décrocher un peu. Deuxième mi-temps, conservez vos temps morts le plus tard possible. Euh, Votre dernier temps mort, si vous pouvez le repousser à la fin du match tout le temps, sur les matchs serrés, on est bien d'accord, hein, il faut le conserver jusqu'à 10. Des fois, on a envie de le prendre à 30, 40 secondes, mais peut-être que ça vaut le coup d'attendre et vous aurez peut-être un temps mort décisif à 8, 10 secondes et ça, c'est intéressant. Les temps de jeu sont à donner en première mi-temps. Ça revient à la règle que le match se joue en deuxième, c'est-à-dire que tous les temps de jeu que vous devez donner, il faut les donner un max. Si vous êtes derrière et que vous avez fait jouer tout le monde, c'est parfait. Et la deuxième mi-temps, on sait très bien que vous allez rentrer vos joueurs plus faibles très vite, au bout de 4-5 minutes, pendant 4-5 minutes, et par contre les 8 dernières minutes, bah, c'est une évidence. Plus le match avance, plus vous avez envie de gagner, et c'est les joueurs forts qui jouent. Ça, c'est logique, les joueurs les comprennent, les parents comprennent. Pas de changement punitif en jeune, je n'en fais jamais. Je ne change pas un jeune parce qu'il a fait une erreur. Vous seriez l'antithèse du formateur. Voilà. C'est-à-dire que vous allez le mettre dans le doute, vous allez lui dire voilà, prends plus d'initiative sur le terrain parce que de toute façon, si tu fais une erreur, je te sors. Et c'est mort. Quand je fais un changement punitif, parce que je mets pas de changement punitif, mais ça peut très ponctuellement être possible, notamment sur un joueur majeur, parce qu'il n'est pas concentré ou qu'il vient de faire 3 erreurs. Quand je fais un changement, je l'appelle punitif, mais c'est un changement dû à une multiplication d'erreurs rapprochées dans le match. Généralement, ce joueur-là, je le sors. Les joueurs savent pourquoi vous les sortez. Et sur le banc, je lui dis, écoute-moi bien, c'est pas grave, mais attention, là, tu as fait ça, c'est plus possible. Là, c'est plus possible non plus. Et là, il faut que tu sois plus concentré sur ton transfert de balle parce que la passe est coupée, et ainsi de suite. Et généralement, je le re-rentre tout de suite. Je lui dis, bon, maintenant, tire-toi. Et ça dure 30 secondes. Donc, je le change pour lui dire, eh oh, qu'est-ce que tu fais? Mais je le re-rentre tout de suite. Ce qui fait que je reste sur un note positive. Et lui, il dit, oh là, bon, il me sort, il est pas content. Ah putain, il va me faire rentrer. Putain, j'ai intérêt. Ça y est, j'ai compris. Par contre, après, s'il continue dans son comportement ou ses erreurs, là, au bout d'un moment, effectivement, il faut le changer. Et ensuite, j'ai mis utiliser des mots dans la rencontre. C'est très valable pour les U9, les U11, même les U13. Les enfants, ils vous entendent, mais ils peuvent pas comprendre de phrases. Donc, utilisez des mots tout le temps. Course, rebond, couloir, vite, même en répétant le mot plusieurs fois. Course, 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 voilà. Et ça, c'est des choses qui a un impact. Et cette utilisation des mots-là, il faut le faire à l'entraînement, de manière à ce qu'en match, lorsque vous le faites, ils sachent immédiatement à quoi ça correspond. Voilà. Donc ça, c'est pour moi les petites astuces que j'applique au quotidien dans mes coachings départementaux, régionaux, nationaux, y compris en senior. Là, ces règles-là, je les utilise quasiment voilà, très très souvent. Voilà. Je crois que j'ai à peu près vu tout ce que j'avais à vous présenter. Ok. J'en ai fini là et voilà. Je vous remercie en tout cas d'avoir été présent et de m'avoir écouté. Ok, bah, merci Benjamin. En tout cas, c'est super intéressant ces petites astuces que tu nous donnes. Il nous reste 20 minutes là pour répondre aux questions et discuter un petit peu. Donc, il y a des questions très intéressantes. Je te les fais passer, Benjamin. Du coup, déjà, on va répondre à la question de Nico qui datait de juste avant qu'on reprenne tout à l'heure et qui peut être intéressante. Ça peut être intéressant d'avoir ton point de vue par rapport à ça. Alors la question de Nico, c'est comment vaincre le stress en match chez les U13? Attends. Tes U13, ils stressent. Alors, t'es en département, t'es en région, je vais essayer d'aller un peu plus loin dans le. Alors, si tes joueurs stressent, il y a deux choses. Est-ce que toi, t'es stressé déjà? On en revient à ta manière d'être. C'est-à-dire que si tes joueurs sont stressés, ça, je ne dis pas que tu l'es, mais ça peut être une éventualité. C'est peut-être toi dans l'inconscient qui leur transmet. Peut-être que dans les consignes, tu es un petit peu vite, un petit peu excité, un petit peu tendu. C'est là où, moi, c'est ce que je disais, gérer ses émotions et être calme tout le temps, ça permet de dire aux jeunes, regardez, je suis là, tout va bien. Donc je pense que ça peut partir de toi. Après, c'est pas possible que c'est pas possible. J'ai du mal à imaginer que tous tes joueurs soient stressés.
Si tu as un ou deux joueurs stressés, là, c'est un problème individuel. Donc, il faut que tu arrives en région, ça joue en région, ok. Il faut que tu arrives à comprendre pourquoi ces deux, trois joueurs-là sont stressés. Est-ce que c'est leur nature ou est-ce que c'est le contexte? Si c'est leur nature, il faut que tu arrives à les faire évoluer au fur et à mesure de l'année sur leur appréhension du match. Un paramètre très simple, est-ce qu'ils ont droit à l'erreur? C'est ce que je disais tout à l'heure. Parce que le stress peut venir de là. Le deuxième paramètre aussi, c'est qu'est-ce que les parents ou le club attendent de cette équipe-là. C'est-à-dire que est-ce que le stress est communiqué par les parents? Est-ce que derrière il y a des remarques quand ils perdent? Donc tout ça c'est à définir. C'est-à-dire que ton stress il vient forcément de quelque chose. Ton stress il vient forcément de quelque chose, soit de toi, soit de l'individu, soit de l'attente qui est portée sur ce groupe et qui est pas légitime parce que tu es en région, il n'y a pas besoin de voilà d'en faire plus que ça. Après le stress naturel peut être très bon. Ce qu'il faut c'est qu'ils arrivent à le retranscrire sur le terrain de manière positive. Et ça viendra par la confiance que tu leur accordes, ça j'en suis sûr. Si tu leur dis moi je sais que vous allez bien jouer et que même si vous avez mal joué vous allez vous battre et que vous allez respecter les consignes, déjà tu vas enlever à mon avis un gros point. Voilà, j'espère que j'ai à peu près répondu à ta question. Ok. On a, alors c'est pas une question, mais c'est du coup un commentaire de Olivier que j'ai remarqué dans le chat. Alors Olivier, je sais pas, peut-être qu'il est arbitre ou il a mis une remarque intéressante. Pensez bien au règlement particulier des championnats de jeunes et les contenus de formation des catégories de jeunes. Les écrans porteurs de balles ou non porteurs de balles, zone et zone presse, qui sont interdites en U13. Alors Olivier, ta remarque est intéressante. Je sais pas. Alors il faut savoir Olivier que tu peux pas généraliser. Ça dépend des ligues pour la région, ça dépend des départements. Il y a des départements qui autorisent la zone en minime. Il y a des départements qui l'interdisent. Il y a les écrans porteurs ou non porteurs. Moi, j'ai jamais dans mon secteur entendu parler que c'était interdit. Je suis d'accord avec toi sur le plan de la formation. Les contenus de formation, on est d'accord, Olivier. Évidemment, les écrans porteurs ou non porteurs en minime, en Benjamin, par contre, on devrait pas le voir. Je fais une exception éventuellement sur un type touche-fond, par exemple, parce que souvent on galère, il n'y a rien de défini, on fait les touche-fonds pour sortir la balle et voilà. Mais le reste, zone presse, c'est pareil, il y a des départements. Donc ta question, mais tu as raison, il faut faire attention au règlement, mais ta question, elle peut pas être, je peux difficilement répondre parce que ça dépend de chaque département et chaque région. C'est plus un commentaire qu'il a mis en place qu'une question, mais je trouvais ça intéressant de le diffuser. Ouais. Ensuite, on va revenir du coup sur la notion de punitif que tu as donné tout à l'heure. On a une question d'André qui fait, mais n'est-ce pas punitif pour les joueurs qui rentrent que 30 secondes? Oh là, alors, je crois que tu m'as mal compris en fait. Attends, je vais relire la question, je l'ai. C'est quand j'ai dit je le re-rentre tout de suite. Moi je fais jamais rentrer un joueur pour 30 secondes. Non, non, ce que je disais c'est que si le joueur, on s'est pas compris en fait, si le joueur je le sors parce qu'il a fait deux trois erreurs répétées flagrantes qui sont à l'inverse de ce qu'on demande dans le jeu, etc. Quand je le sors, il le sait qu'il le sait que c'est un changement parce que il vient de faire trois boulettes, etc. Ce que je disais, c'est que je le re-rentre tout de suite. Je le re-rentre. C'est-à-dire, je lui explique pourquoi je viens de le sortir, alors qu'il le sait, mais je lui redis. Et je lui dis maintenant, t'y retournes et c'est reparti. Voilà. Et les 30 secondes, c'était pas il joue 30 secondes, c'était il reste 30 secondes sur le banc parce que je viens de le sortir, il a fait des conneries. Mais moi, ce que je veux pas perdre, c'est la confiance du joueur en lui-même. Donc, généralement, je le re-rentre tout de suite. Voilà. Donc, le timing n'était pas. Ok, merci. Alors, on a une question d'Anthony. Pour une équipe de débutants dans des catégories avancées, U15, U17, que faudrait-il travailler en premier? Les fondamentaux individuels ou les bases collectives? Ah, attends, j'essaye de trouver la question. Voilà, je l'ai parce que j'aime bien lire. Pour une équipe de débutants dans la catégorie avancée. On est plus sur une notion d'entraînement, Eh mais ben, ouais, mais moi je sais plus, il y a Olivier aussi qui mettait ça par rapport à un truc, tout va dépendre du niveau de ton équipe, hein. Ah, t'as mis une équipe de débutants. Équipe de débutants, eh ben, dès que tu vas vouloir mettre en place du jeu, de toute façon, tant que t'as pas un minimum de choses techniques acquises, de toute façon, ton collectif, tu n'y arriveras jamais. Alors, avec des débutants U15 et 17, il y a quelque chose que tu peux mettre en place.
vite en pré-collectif, c'est l'intention d'aller très vite vers l'avant. Ça ne nécessite pas une grande technique. La passe vers l'avant, ça se travaille vite, etc. Par contre, tout ce qui est jeu placé, tu vas évidemment être en difficulté et règle-leur leurs problèmes de capacité à attaquer des deux mains. Je pense que c'est ça qui va déterminer la possibilité de jouer des deux côtés. Et la deuxième chose, c'est, j'ai mis ça, le tir. Voilà. Le dribble, le tir. Si tes joueurs ne savent pas dribbler, ne savent pas tirer, tu ne pourras pas jouer collectif. Donc fondamentaux individuels pour les débutants tout le temps. Voilà. Ok, alors je viens de lancer un sondage là pour la fin de la conférence, parce que ça vous laisse le temps de répondre comme ça, le temps qu'on réponde aux différentes questions. Donc je rappelle, hein, vous répondez au sondage, vous mettez voter, mais c'est normal que ça ne parte pas, ça va rester en place, ok? Et on peut revenir du coup aux questions. Alors, Cédric, j'en ai vu une là que je veux répondre là, qui me semble intéressante. oui, vas-y. Vianney qui dit l'agressivité en défense n'est-elle pas plus importante si le coach donne de la voix? Auquel cas, c'est le domaine où peut-être hurler, comme je l'avais défini dans le visio, peut servir. Complètement d'accord, Vianney. Il y a une différence entre moi, quand je coach, certains me connaissent ici. Quand je dis rester calme, c'est quand je fais un retour temps mort, un retour vestiaire, un speech, etc. Mais quand ça joue, je suis pas calme. Je pousse tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et évidemment, faut pousser les joueurs, ce que je t'ai dit, t'es leur carburant. Donc si tu mets pas d'énergie, ils en auront pas. Maintenant, tout va dépendre des termes que tu utilises. Quand je dis hurler, ça sert à rien de dire une phrase, ouais, bougez-vous un peu. Voilà, ça n'a aucune utilité. Voilà. Par contre, on va dire, moi, j'utilise souvent décrocher parce qu'à l'opposé du ballon, ils sont collés à leurs joueurs. Décrocher, décrocher. Mais je le dis évidemment avec une tonalité importante pour qu'ils entendent. Ok. On a une autre question de Vianney décidément a des questions très intéressantes, je trouve. Si tu dois dans ton coaching insister sur 3 principes basket importants pour toi dans la formation du jeune joueur, lesquels verbaliserais-tu en priorité? Pendant que je coach, alors je laisse moi le temps de réfléchir. Voilà. Alors, d'abord, deux choses. Tir ouvert, faut prendre. Tir ouvert avec des joueurs devant mais loin, faut prendre. Voilà, ça c'est vital. Deuxième point, le rebond. On n'en parle jamais. Je ne le travaille quasiment pas à l'entraînement. Par contre, mes joueuses, notamment là les Benjamin cette année, le jouent tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça te fait des possessions de balles, ça épuise la défense, tu as le ballon tout le temps, et ça c'est super important. Et en jeune, c'est pas grave d'y aller à 4, parce que comme le développement du jeu rapide chez les adversaires, généralement, il n'est pas extrêmement développé, tu peux gagner beaucoup de ballons. Le troisième point, c'est l'intention de courir tout le temps. Voilà, courir, rebond. Voilà. Après, sur le plan du basket, moi, dans mon approche, par exemple, les règles immeubles, c'est quand je reçois la balle d'un côté, j'attaque de l'autre. Et les deux joueurs les plus à l'extérieur, les deux joueurs les plus écartés dans le terrain, on doit toujours avoir un joueur le long d'une ligne de touche et un autre joueur le long de l'autre ligne. Au milieu, les trois autres, c'est pas grave en jeune. Enfin, en jeune, c'est pas grave. Tout dépend de l'âge, on est d'accord. Mais cette disposition-là, un joueur le long de chaque ligne de touche, on n'y déroge pas. Voilà, par exemple. C'est des exemples, après il y en a plein. Une question de Nicolas qui demande comment gérer l'extérieur pendant le match qui fait sortir tes joueurs du match. Frustration de l'arbitrage, mots déplacés des parents, tu es nul par exemple, etc. Ouais. Ça, c'est compliqué. Je sais pas s'il y a de recette miracle. Moi, je pense qu'il faut arriver à, d'abord toujours pareil, rester calme, essayer de leur dire que tant que les autres joueurs sont corrects, bien leur faire comprendre que ce qui se passe autour, ça dépend pas d'eux, ça dépend pas des adversaires, ça dépend de personne, donc c'est pas grave. Dédramatiser. Après, généralement, faut les recentrer sur ce qui se passe sur le terrain. Faut les recentrer sur la difficulté qu'ils ont. Si le match est compliqué, s'il y a des frustrations, c'est probablement que tu es en difficulté et c'est les difficultés sur ton terrain qui font qu'ils se dispersent. Donc, essaye de régler tes deux gros problèmes basket en leur disant, avant de s'occuper des autres, regardez, là on est à la rue, là on est à la rue. Donc,
Après, on verra. Mais généralement, t'as pas de problème avec l'extérieur du match quand tu fais un bon match. Donc, tu fais un mauvais match, plutôt que de s'occuper de ce qui se passe sur le terrain et le basket, tu t'occupes de l'extérieur. Alors, c'est de l'inconscient, on le fait tous de temps en temps, ça arrive. Donc voilà, recentrer les joueurs, rester calme et recentrer les joueurs sur ta problématique principale de jeu. Une autre question de Basile qui demande comment gérer une équipe en perdition, justifiée par l'écart du niveau ou pas au scoring, moins 30 ou plus, qui apparemment est un vécu de la journée de Basile. Voilà, donc il a Voilà, une question. euh, alors, une équipe tu sais quoi, j'ai connu la même hier, hein, donc voilà. Euh, une équipe en perdition, il faut prendre ses temps morts. Moi, quand mon équipe est en perdition, je prends quand même mes 3 temps morts. Euh, et ça sert à rien de leur dire quand tu es à moins 30 ou plus et que tu sais que tu vas pas revenir parce qu'il reste que 8 minutes, ça sert à rien de leur dire que on peut revenir. À un moment donné, bon, bah, vraiment avec un écart comme celui-là. Euh, c'est un peu la même réponse que ce que j'ai fait sur la question d'avant, c'est-à-dire que je tâche de leur donner des objectifs basket. C'est-à-dire, on va, sur la fin du match, bosser ça et on va essayer d'être bon sur ça. C'est votre contrat pendant les 8 minutes qui viennent. Je veux que on arrive à amener 3 actions de ce type, 3 défenses de ce type, etc. Donner des petites missions en sortant du contexte scoring et en leur disant, voilà, vous êtes capable sur 6 possessions de les arrêter 4 fois et de marquer 4 fois pour vous. Voilà, ça peut être des mini-objectifs. Je ne crois pas trop au fameux discours qui veut que, allez, il marque pas plus de temps et nous, on marque tant. Bon, quel est l'intérêt quand tu as moins 30 ou moins 40, je sais pas. Voilà. Ok, merci. On a plusieurs questions de Stéphane du coup à qui on n'a pas beaucoup donné la parole, donc je vais donner ces questions. Juste avant, je rappelle, j'ai mis le sondage, donc pensez à mettre vos réponses. Donc Stéphane nous demande, en U11, le règlement particulier de certains comités interdit les remplacements, sauf blessure et temps mort. Les enfants doivent avoir le même temps de jeu, jouer le même nombre de cartons. Comment peut-on gérer les temps forts et les temps faibles dans ces conditions? Alors, je crois que c'est le Stéphane que je connais. Salut Stéphane au passage. Euh, la question, c'est très intéressant. La question, elle s'est posée au comité de Vendée il y a 3-4 ans. Le bureau avait porté une réflexion sur, alors suite à quelques coachs, c'est-à-dire 2-3 dans le département, qui ne faisaient pas jouer certains gamins. On les avait mis en garde sur 2 choses. Alors donc il voulait proposer comme ça, c'est-à-dire le 4 qui est les 4 joueurs qui sont sur le terrain, c'est en 4 contre 4, nous jouons en 4 contre 4 en U11. Les 4 joueurs ne changent pas du carton et on change à tous les cartons. Euh, c'est pas forcément une mauvaise idée, l'intention est bonne, etc. Le but c'est pas de préjuger c'est pas forcément une mauvaise chose, mais nous on leur a pointé deux trois problématiques. La première c'est que euh, on n'apprend pas aux gamins la réalité de ce qui va se passer plus tard. Parce que la réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est d'apprendre à rentrer, sortir. La réalité, c'est d'apprendre à attendre, à regarder ce qui se passe dans le match et à être prêt à rentrer. La réalité, c'est de jouer avec ses fautes. Voilà. Le deuxième point, c'est qu'on avait dit ne changez pas une règle pour 2 coachs dans le département qui font ça. Alors que dans les autres, ça se passe bien. Et je pense quand même que l'immense majorité des coachs font jouer les gamins. Et le troisième point, et personne n'y pensait, et je crois que c'est ça qui a fait que finalement le comité n'a pas passé le truc, c'est qu'on a dit vous faites des formations animateurs club et initiateurs, et là vous êtes en train, et c'est ces jeunes-là qui vont s'occuper des poussins, des poussines, des benjamins, des benjamines, et vous allez expliquer aux coachs qui ne coachent plus. Donc, quand est-ce que dans leur formation de coach, parce qu'on le fait aussi dans l'apprentissage avec les jeunes, ils vont apprendre justement à tout ce qu'on vient d'évoquer aujourd'hui, à gérer le scoring, gérer les temps forts, gérer les 5 majeurs, gérer les rotations, voilà. Et cet argument-là, il a fait mouche parce qu'ils se sont dit, bah oui, il n'y a pas que les joueurs, il y a le coach aussi. Et finalement, on n'y est pas passé. Mais effectivement, moi, je suis pas pour du tout parce qu'on n'est pas dans la réalité du basket qui joueront plus tard, quoi. Tout à fait d'accord. On a du coup une deuxième question de Stéphane que je trouve intéressante aussi, c'est comment expliquer la notion et les intentions du rebond à des jeunes de U9, U11 pour qu'ils deviennent acteurs et non plus spectateurs?
Bah, ça me paraît relativement simple. Je leur donne, je vais te dire un truc que je dis tout le temps à mes jeunes. Alors, ça les fait beaucoup rigoler. Je leur dis, ça dépend de l'âge qu'ils ont. Mais les filles en ce moment elles rigolent parce que je leur dis, de toute façon, ta copine, elle va rater. Donc, puisqu'elle va rater, va chercher le ballon. Alors, je les provoque comme ça. Puis si je dis si elle marque, tant mieux. Mais votre copain ou votre copine, sur 10 tirs qu'il va prendre, parce que c'est des jeunes, il va en rater 6, 7. Donc ces 7 ballons-là, on fait quoi? Et je pense que plutôt que de parler du rebond, euh, moi je leur explique que l'intention c'est de récupérer le ballon qui va pas être mis dedans. Et c'est la réalité des jeunes, ils ont énormément de déchets. Et souvent c'est ça. Et alors il y a une équipe en ce moment département, des minimes départements que je coach, enfin que je coach pas, que j'entraîne. Bon, les tirs sont pas encore calés, voilà, le niveau est très moyen. Bah, à l'entraînement, de temps en temps, je vais donner un exemple, mais la gamine tire, et puis je dis c'est Capucine, rebond, c'est Capucine. Alors tout le monde rigole, mais en attendant, tout le monde va au ballon. Voilà, donc ça, c'est des petites astuces toutes bêtes qui font que les enfants, bah, ils se disent bah oui, y a aussi une chance non négligeable que ma copine ne marque pas, quoi, ou mon copain ne marque pas. Donc ça, c'est une petite astuce. Une question de Nico. Quel conseil peux-tu donner pour être présent, agressif dès les premières secondes du match? Alors attends, j'essaye de voir sa question. Quel conseil peux-tu donner pour être présent, agressif dès les premières secondes du match? On en revient aux consignes. Bon, là, on va rentrer un peu dans le détail des consignes techniques. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. La première priorité en jeune, c'est de ne pas perdre 5 contre 1. Ne te fais pas passer. Et partant de là, si tu ne te fais pas passer, ça veut dire que tous les autres, on va pouvoir couper toutes les lignes de passe. Et en jeune, l'objectif, c'est d'empêcher son joueur d'avoir le ballon. Après, tu as du boulot à faire en entraînement, mais et que finalement, le porteur de balle, hormis sur course sur tout terrain où on a perdu le ballon, ça court, etc. Il y a peut-être des petites rotations à faire. Hormis ça, le porteur de balle, c'est d'abord la mission du joueur qui est devant lui. Et votre copain, faites-lui confiance, il sait, parce qu'on le bosse à l'entraînement aussi, qu'il va pas se faire passer. Donc comme il se fait pas passer, vous avez piqué le ballon puisqu'il va chercher à la donner. Voilà, donc ça, c'est un bon moyen de les mettre tout de suite dedans. Après, c'est pas pour ça qu'ils vont le faire. C'est ce que je te disais, si tu veux qu'ils le fassent, lance pas l'info, on coupe les lignes de passe. Dis, moi, je ne me fais pas passer et moi, je coupe les lignes de passe. Faut qu'ils les prennent, parce que ça, c'est une action individuelle du coup. Faut qu'ils les prennent pour eux les infos. Je crois que c'est vraiment ça le plus important quand vous coachez. Est-ce que vos enfants ont pris les infos? Est-ce que vos joueurs ont pris les infos? Ok. Euh, Juste avant qu'on continue sur encore une ou deux questions, par rapport au sondage, certains m'ont dit que ça ne marchait pas de leur côté. Moi, je viens de tester. Apparemment, j'ai pu voter sans aucun souci. Euh, bon, regardez dans votre onglet sondage si vous avez bien quelque chose. C'est des questions par rapport à une prochaine conférence, savoir quel thème pourrait vous intéresser. On va voir du coup si ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, du coup, je les mettrai en question dans la vidéo de rediffusion et vous pourrez mettre vos réponses dans les commentaires. Donc vérifiez si vous avez bien le sondage. Normalement, il est censé s'afficher. Moi, ça marche très bien de mon côté. Il y a sans doute un bug là auprès de Google Hangout. Donc bon, tant pis. On va passer à une. Il y a une question Oui. qui me vient bien là. Parce qu'on n'a pas Mhm. parlé, effectivement, on n'a pas parlé du tout. Tiens, tu vois, il manquait un truc dans ma visio. Vianney, il dit si tu désignes un capitaine, même en équipe jeune, quel rôle tu peux lui donner pour que ça ait une réelle utilité? Euh, Vianney, il est pertinent, Vianney, sur ces questions. Oui, bien sûr. Oui, oui, oui. Oui. Vianney, c'est très simple. Ton capitaine, il gère l'échauffement. T'as pas à t'en occuper. Moi, je ne m'occupe jamais des échauffements des jeux de mes gamins et je n'ai rien à leur dire. Ils font ça très bien. Et c'est le capitaine qui gère. Alors, je lui donne une trame qu'il doit tenir, mais c'est le capitaine qui gère. La deuxième chose, c'est que, euh, alors, après, faut avoir des enfants à un certain âge quand même. Mais le capitaine, moi, de temps en temps, je lui donne aussi le rôle de de faire de prendre en charge un petit échauffement à l'entraînement. Je lui dis quel exercice on va faire, et puis c'est lui qui gère la dynamique de l'échauffement. Ça ne veut pas dire qu'il n'entraîne pas, mais on est là à l'accompagner. Mais il va dire attention, on change. Voilà. Donc ça, c'est des petites astuces. Après, ça reste des enfants, donc faut pas non plus leur donner plus de responsabilités que ça. Faut pas que son capitana le sorte du match. Si après il est naturellement très très mature et qu'en plus il est capable de
de prendre ton relais sur les attitudes, par exemple, de cadrer un de ses copains qui n'en veut plus, ou de dire, eh oh, voilà, bah, t'as probablement un joueur exceptionnel dans ce cas-là. D'accord. Euh, on fait quoi, Benjamin? On répond encore à une ou deux questions? T'as un peu de Voilà, temps bah, là? écoute, ils ont l'air bien, on a le temps, on va en Oui, répondre. oui, bah, ça discute pas mal dans le chat, c'est bien, super. Nous, Ouais, ça, c'est intéressant que vous puissiez aussi communiquer. On va quand même pas non plus prolonger jusqu'au bout de la nuit. Là, normalement, on est à 1 heure et demie de conférence. On va prolonger un petit peu quand même pour permettre à certains de pouvoir poser leurs questions. Alors, on a une question de Nico qui demande quel conseil peux-tu donner pour être présent, agressif dès les premières secondes du match? on l'a déjà répondu, Cédric. D'accord, ok, c'est ça que tu as vu tout à l'heure. C'est bien ce qui me semblait. Donc, Par je l'ai contre, il y fait. en a une qui est bien là. Nicolas, le Le contenu est... contenu est toujours plus important que le résultat. Et comment le faire comprendre aux joueurs et aux parents, surtout sur l'enchaînement des matchs? Alors Nicolas, oui, oui et oui, le contenu est plus important. À 200% d'accord avec toi. Tu le fais comprendre aux parents avant la saison. Et évidemment, après les matchs, il faut leur parler aux parents parce que c'est pas, les parents, ils sont pas bêtes. Ils sont capables de comprendre. Tu leur expliques que tu formes des gamins pour qu'ils soient bons plus tard, pas pour qu'ils gagnent tous les matchs maintenant. Et que partant de là, si toi ta philosophie c'est, bon, je redonne l'exemple que j'avais donné, mais tir ouvert égale tir pris, bah c'est comme ça, point. Et que un jour, dans 2 mois, 6 mois, un an, eh ben tes gamins ils commenceront à mettre dedans. C'est pas toujours évident. Au bout d'un moment, tu vas finir à un moment donné par pouvoir jouer les deux parce que tu vas avoir des résultats. Mais les parents, ils doivent comprendre que toi, t'es pas là. T'es là pour gagner si en plus tes règles te le permettent. Mais si tes joueurs sont pas suffisamment forts ou pas suffisamment prêts, faut qu'ils progressent. Alors après, euh, mais bon, voilà, je suis complètement d'accord avec toi. Mais les joueurs, ils le comprendront. Les joueurs, si tu leur expliques, ils le comprendront. Par contre, les joueurs, tu vas pas leur dire, j'avais une solution, on a perdu parce que je fais de la formation. Ils s'en rendent pas compte, ça, les joueurs. Les joueurs, ils sont toujours dans tes consignes. Les parents, c'est vrai qu'effectivement, il faut faire attention aux remarques un petit peu bêtes, genre, ouais, ils font pas de passe, etc. Bon, des choses, des fois, un peu basiques et simplistes, quoi. On a une question de Michel qui demande comment amènes-tu la communication à tes jeunes? Je parle de la communication sur le terrain. Ouais. Alors Michel, bonne question. C'est un domaine où je mets pas trop l'accent dessus. J'ai certainement un tort, mais on peut pas tout faire. Alors comment je l'amènerais si j'y accès beaucoup d'importance? Euh, c'est pas simple ça, parce que déjà qu'eux, ils ont pas toujours les repères. S'ils communiquent, ça veut dire que ils ont déjà eux la notion de ce qu'il faut faire. Euh, alors communiquer, ça peut être sur les aides, ça peut être sur le change. Ça peut. En jeune, c'est compliqué ça parce que ils sont tellement concentrés sur leur perf que même les seniors, on a du mal déjà. Euh, j'ai pas de réponse toute faite à te donner, Michel. Je vais pas faire semblant. Ok, on va encore faire deux questions. Juste pour vous dire que pensez au sondage de répondre, même si ça marche pas, au moins on aura fait l'essai comme il faut. Je vais le clore juste après cette question-là. Encore une question pertinente de Vianney. Euh, euh, Comment travailles-tu la réactivité, essentielle dans le basket? Il a. Bon, je vois qu'Olivier t'a répondu. Olivier, est-ce qu'on peut mettre des liens, Cédric, sur le. Sur le chat? Oui, oui, des liens peuvent être mis sur le chat. Ouais. Olivier, ça peut peut-être être intéressant de mettre le lien. Je crois, Vianney, que tout ce qui est travail technique, etc., tu as vraiment des bonnes vidéos. Moi, mais en fait, c'est pas forcément du travail technique là que tu penses. Je pense que tu peux plutôt parler de transition offensive, défensive, à mon avis. C'est comment est-ce qu'on passe de je défends, j'attaque. Euh, euh, je crois que ça se fait à l'entraînement. Ça se fait à l'entraînement avec des exercices où tu changes tout le temps. Il en existe plein hein, sur
les 3 contre 3 en continuité où tu attaques derrière, si tu perds le ballon, tu redéfends jusqu'à la moitié de terrain. Il y a des choses de très 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 simples. Euh, je fais quelque chose, moi, pour travailler la transition et notamment la combativité aussi. Sur tous les temps morts, mes U11, les poussins-poussines, ils ont cette consigne, pas les temps morts, pardon, sur tous les entre-deux. Ils ont comme consigne, lorsqu'un de leurs copains se retrouve en entre-deux défensif, de tous courir vers l'avant. Du coup, on n'a plus de défenseurs. Mais on s'en fout parce que notre copain, il va prendre le ballon de toute façon. Alors, à l'entraînement, je le fais. Les premières fois, t'en as un ou deux qui va lâcher la balle, et ben les autres sont à 5 contre 0 ou 4 contre 1 et ils marquent. Et tout le monde est parti devant. Et je dis, ben, tu dois pas lâcher la balle. Et ben, c'est incroyable, mais très vite, il ne, c'est soit il y a un vrai entre-deux et il y a touche, soit la balle elle est gagnée et tu balances devant et il y a panier. Voilà. Ça, en termes de transition défensive-offensive, alors ça, je travaille plutôt pour l'agressivité pour l'agressivité que la transition, mais voilà, je pense qu'il y a plein de choses. Effectivement, basket coach, en termes de contenu, ils ont tout ce qu'il faut aussi, hein. Il y a énormément de. Vous verrez, hein, moi, mon site, j'ai pas encore trop de contenu parce que je voulais justement axer sur des choses simples et pratiques et peut-être plus pédagogiques et psychologiques que vous puissiez appliquer rapidement en complément de ce que vous avez déjà dans les bouquins, parce qu'on trouve tout, hein, on trouve tout. Donc voilà, donc Olivier, il bosse pour coach Bob, je pense. Ok, alors j'ai clos le sondage. Ça a l'air de marcher du coup. On a des réponses. On a 50 et 50. Donc moi, pour mon test, j'avais répondu à la dernière, comment au hasard là, comment impliquer tous ces joueurs dans la rencontre. Donc en fait, la majorité est sur la deuxième. Apprendre à repérer les points clés d'une rencontre. Et Si on retire, oui, moi, j'ai répondu au sondage tout à l'heure, je l'avais pas fait, ça se trouve, c'est nous qui débloquons le truc. peut-être, peut-être. Normalement non, mais bon, là en l'occurrence ça a marché. Donc la majorité est sur apprendre à repérer des points clés d'une rencontre. Les points clés d'une rencontre, pardon. On peut terminer peut-être sur ces deux petits points. Oui, Les bien points, sûr. Ouais. les points clés d'une rencontre en jeune, il n'y en a pas 36, à mon avis. Voilà, à mon avis, il n'y en a pas 36. Il y a la capacité à tenir les 1 contre 1. Très souvent, il y a énormément de tirs en course, peut-être même sans opposition, parce qu'en plus, l'aide défensive, elle n'est pas venue à l'opposé, ça ne décroche pas, etc. Donc, ne pas perdre 5 contre 1, je pense que c'est l'un des paramètres qu'il faut contrôler tout le temps. Euh, l'utilisation de l'espace dans le terrain. Est-ce que on se marche dessus ou est-ce qu'on est, comme on l'a vu en entraînement, écarté en occupant l'espace? Euh, le troisième point, pour moi, c'est le rebond. Voilà. Et le quatrième, c'est le repli défensif. Tout ce qui est course, repli et jeu rapide. Si vous avez ces 5 paramètres-là en tête, il y a de très fortes chances pour que ce soit l'un ou les deux de ces paramètres qui soient le déterminant du match. Soit la vitesse sur le repli et la course, soit le rebond, soit les 1 contre 1. Je sais plus ce que j'ai dit en dernier, mais voilà. En gros, ces 5 points clés-là, ils reviennent très très souvent. Très très souvent. C'est rare que ce soit un problème tactique. Du coup, ces points-là, est-ce que toi, tu proposes d'en faire une prochaine conférence pour plus les développer ou Eh ben, on va regarder ça. On va réfléchir à la chose. À moins que, les gars, après, les gens qui sont sur le chat aussi, n'hésitez pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de commentaires sur les articles. Ça peut être intéressant. Vous avez mon mail aussi avec Basket Formation. Ça peut être intéressant quand vous voulez qu'on travaille des choses, enfin qu'on travaille des choses, qu'on fasse des thèmes sur des thèmes qui vous tiennent à cœur, des visios ou des articles. N'hésitez pas à demander. Voilà, moi je vais essayer de travailler sur ces choses-là. Voilà. alors on a Michel et je ne sais plus qui disent qu'ils ont voté pour la première sur le technico-tactique et qui s'affiche à 0%. Donc on a vraiment un bug sur les sondages ce soir. Donc on a un bug sur les sondages. Ouais, On va donc vérifier. ce qu'on va faire, voilà, pour vraiment qu'on ait l'avis de la majorité des personnes, c'est que sur la vidéo de rediffusion, je mettrai en dessous un sondage, enfin un petit sondage rapide, une question avec différents thèmes à choisir, et vous nous mettrez en commentaire les thèmes qui vous intéressent, ou vous ferez d'autres propositions. Et du coup, enfin Benjamin, du coup, regardera tout ça et choisira un thème pour une prochaine conférence en ligne. Ça te va si on procède comme ça, du coup, Benjamin? Ouais, très bien.
Voilà. Olivier, je rebondis, je vais aller regarder ta page Facebook, la commission technique. Je vais voir ça. Bon, voilà, ben, moi je vous salue, je vous remercie. J'espère que c'est un bon essai. Si c'est concluant et que ça vous a plu, dites-le. Et puis la chaîne, ce sera sur YouTube, hein, je crois, la vidéo. Donc ben, commentez, qu'on sache voilà, si ça vaut le coup de le refaire ou pas. Voilà, on a hâte d'avoir vos retours sur ça. Ok, bah, justement, je vais faire quelques précisions sur la rediffusion et techniquement comment ça va se passer pour la suite. Donc déjà, moi aussi, je voulais vous remercier. On a été 20 à suivre la webconférence. Il y avait 60 inscrits. Généralement, c'est ça. Il y a toujours un tiers qui vient après. Donc pour une première, nous, on est super satisfaits. Surtout que bon, techniquement, à part le souci des sondages, tout s'est très bien passé. On espère que pour vous, ça a été bien. On en fera d'autres. On a vraiment envie d'essayer de mettre ça en place au sein du basket en France. Je trouve ça que c'est très intéressant. Euh, Juste pour vous dire que donc la vidéo a été enregistrée, elle sera donc rediffusée sur le site de Basket Formation. Elle sera pas sur YouTube, elle va être directement, enfin si, elle va être sur la chaîne de Benjamin, mais vous aurez accès directement sur le site à la vidéo, dans un article à part entière, ce qui permettra d'échanger, de laisser des commentaires et de continuer un peu la discussion sur le site. Le chat a été assez intensif, je trouve ça génial. Vous puissiez aussi communiquer entre vous là-dessus. Donc c'est une très bonne chose. Je le mettrai aussi du coup sur le site, comme ça on pourra revenir un peu sur les questions qui ont été posées et tout ça. Dernière chose, le PDF que Benjamin a présenté là pendant la conférence sera aussi disponible en téléchargement sur le site, sur la page où il y a la vidéo. Voilà, c'est vraiment le but, c'est de vous donner tout ce qu'on peut vous donner au maximum. Voilà, Benjamin a fait une présentation brillante et a partagé son point de vue. Le but, c'est vraiment de vous donner les outils, que vous puissiez vous les mettre à votre sauce et d'avancer dans cette formation-là, quoi, de vos jeunes. Donc voilà, on vous dit bah, à une prochaine, à très bientôt. N'hésitez pas à aller sur le site Basket Formation pour ceux qui n'ont pas téléchargé le livret sur la page principale du site pour vous inscrire et recevoir les news régulièrement. Donc il suffit juste de rentrer votre mail et vous allez recevoir un PDF complet de Benjamin. Donc voilà. Encore une fois, merci beaucoup à vous. On va stopper du coup la conférence ici. On a fait 1h45 de conférence. Et on vous dit à une prochaine. Salut Allez, tout le bonne monde. soirée à vous. Merci.